Donc finalement, on va continuer un peu dans le prolongement. On va peut-être pas mettre de la musique en ce moment, non? Voilà, merci. Finalement, le sujet qu'on va aborder sur le trafic d'organes va être quand même dans le prolongement du sujet de tout à l'heure où il a été question du don, du consentement, et notion du consentement éclairé ou pas. Et alors, nous avons volontairement intitulé, comme dans bien des cas d'ailleurs, quand il s'agit des enquêtes sur le sujet, qu'elles soient réalisées par des institutions ou par des journaux ou par des groupes de chercheurs, trafic d'organes, marché planétaire, on aurait pu dire aussi un marché juteux. Alors, on va partir avec l'ensemble de nos intervenants qui sont à cette table ronde sur l'idée du marché. Je vous propose cela, c'est que l'on parte déjà sur l'idée du marché. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de ce trafic? Qui, quoi, quels acteurs, au profit de qui? Et puis après, on va essayer peut-être de rentrer un peu plus dans les notions de trafic, de commerce, et de toute façon, nos intervenants vont nous amener à ces questionnements très nuancés. Alors, je vous propose aux uns et aux autres de vous présenter. Je précise que Madame Prada Bordenave est là-bas parce qu'elle doit partir un peu plus tôt. Voilà, non pas qu'elle soit punie, mais elle doit partir un peu plus tôt. Donc, je vous passe le micro, Madame. Vous voulez juste nous rappeler qui vous êtes? Voilà. Oui, bonjour, je suis Emmanuelle Prada Bordenave, donc je dirige l'Agence de la biomédecine, qui est un établissement public de l'État, qui est chargé par la loi de bioéthique, entre autres choses, de s'occuper du prélèvement d'organes et de la greffe d'organes. C'est donc nous qui sommes chargés de tenir la liste nationale d'attente. Ceux qui ont assisté au débat précédent ont entendu à quel point il était important qu'il y ait une liste nationale d'attente. C'est aussi l'Agence de la biomédecine qui donne le top départ pour tout prélèvement d'organes. Il est interdit de prélever un organe sans en avoir demandé l'autorisation à l'agence, en quelque sorte. Et puis, c'est aussi l'agence qui tient les outils informatiques qui permettent de choisir les receveurs, compte tenu de leurs caractéristiques biologiques, mais aussi de leur durée d'attente et d'autres éléments. Voilà. Et il nous a semblé important que vous restiez, puisque vous pouviez rester un peu plus, parce que c'est vrai que c'est avec vous qu'on va examiner cette question de pénurie ou pas d'organes, ce qu'il en est. Puis j'aimerais bien aussi que l'on parle de votre plan greffe 2012-2016 très rapidement tout à l'heure. Philippe Wolf. Philippe Wolf, moi je suis chirurgien, transplanteur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et un des locaux de l'étape en quelque sorte ce soir. Et puis très impliqué dans des questions d'éthique. N'est-ce pas? Bonsoir, Philippe Steiner, je suis sociologue, je me suis intéressé à la question de la transplantation en me posant la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de marché d'organes à transplanter et du coup comment fonctionnait ce commerce, le commerce n'est pas nécessairement marchand, ce commerce entre les êtres humains. Voilà, Robert Gély. Oui, Robert Gély, procureur de la République à Nanterre aujourd'hui et président de la conférence des procureurs de la République, la conférence nationale des procureurs de la République. Voilà. Voilà, et puis après, alors, demander à Madame Keller de se présenter, ça ressemble un petit peu à une blague, mais on va quand même le faire. Bonsoir, voilà. Fabienne Keller, élue à Strasbourg et au Sénat, et je viens de terminer un rapport sur les maladies infectieuses émergentes et qui décrit les rapports sur les questions de santé entre les pays du Sud et ceux du Nord. Et voilà, et Madame Keller est donc notre grand témoin sur cette table ronde. Je rappelle que le grand témoin a un rôle, en fait, d'intervenir à n'importe quel moment, de poser des questions, d'apporter ses éclairages. Bonsoir, Bernard-Marie Dupont. Bravo encore une fois à Israël Nizan et à Nadia Aubin pour l'organisation de ce congrès, colloque cette semaine parfaitement réussi. Alors moi je suis médecin universitaire, j'ai été professeur de génétique pendant un certain nombre d'années au Canada et aussi professeur de philosophie dans l'enseignement secondaire et maintenant quasiment exclusivement à l'espace éthique des hôpitaux de Paris. Et j'ai consacré ma thèse de doctorat en droit public sur la libre disposition de soi. Voilà. Alors je précise qu'on peut aussi se servir de ces micros comme on veut, hein. On est libre. Maintenant qu'on a commencé avec celui-ci, voilà. Je suggère d'aller au bout. Donc Valérie Gâteau, bonsoir, je suis philosophe, spécialiste des questions de bioéthique et de philosophie morale, et encore un peu plus particulièrement spécialiste des questions éthiques liées aux transplantations d'organes et au commerce des organes. Voilà. Bonjour, mon nom est Daniel Weinstock, je suis professeur de droit et de philosophie à l'Université McGill à Montréal, et j'ai été le premier directeur du comité d'éthique de la santé publique du Québec. Et je dois dire donc qu'il nous est arrivé du Canada, je crois hier vous êtes arrivé, Monsieur Weinstock, n'est-ce pas? Avant-hier. Donc voilà,
Ça va, le décalage horaire est un petit peu encaissé là. Et on va garder le micro, s'il vous plaît, Monsieur Weinstock, parce que finalement, c'est avec vous que je commencerai sur ces questions du trafic d'organes. C'est-à-dire, il s'agit pour moi de voir très rapidement, de nous aider en tout cas à y voir plus clair sur son ampleur, car lorsque l'on voit les enquêtes, ou même d'ailleurs le rapport tout récent de l'Organisation mondiale de la santé publié le 12 mai 2012, on est sur quelque chose qui nous dit des estimations que un organe par heure est prélevé d'une manière illicite. On connaît tous le fameux rapport de Dick Marty, publié pas très longtemps non plus devant le Conseil de l'Europe, sans parler des mémoires de Carla Del Ponte sur toutes les questions en fait, des trafics et des filières dans les pays albanophones. Alors, moi, je vous pose cette question à vous, parce que lorsqu'on a travaillé sur ce sujet, nous avons trouvé, je ne sais pourquoi, qu'au Canada, il y avait une littérature extrêmement abondante, des études, mais aussi, mais vraiment avec des cartes sur les pays prédateurs, les pays donateurs. Et alors nous nous sommes dit, tiens, on va profiter de votre venue, pour comprendre pourquoi le Canada s'intéresse beaucoup à cette question du trafic. Deuxièmement, peut-être pour nous aider à avoir plus clair sur réellement la dimension de ce trafic. Bien évidemment, les autres aussi interviendront sur le sujet. C'est à vous. Alors, je vous répondrai très humblement en vous disant que pourquoi la particularité canadienne, je ne le sais pas. Il y a peut-être, je vais oser une hypothèse, disons, de l'ordre de la sociologie de la connaissance. Le Québec, surtout, est une plaque tournante, on le dit souvent, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et quand on regarde les discours sur les questions de trafic et sur les moyens que l'on peut adopter pour s'attaquer donc aux problèmes que vous avez évoqués, il y a, je crois, une sensibilité à deux types de discours. L'un qui caractérise peut-être, et là je caricature un peu la littérature nord-américaine, et l'autre qui caractérise, encore en caricaturant un peu, la littérature européenne. Bon, c'est un secret pour personne, les Nord-Américains, et les Québécois nous en sommes, sont beaucoup plus ouverts à des solutions à des problèmes qui passent par la création de marchés. Bon, alors que ça peut être une orthodoxie pour certains auteurs américains, je pense aux économistes de l'école de Chicago par exemple, il y a peut-être également une sensibilité au genre de considérations extra-marché, aux considérations éthiques qui sont peut-être plus dominantes dans le discours européen, touchant à la marchandisation, touchant, disons, aux réticences que l'on peut avoir à transformer le corps ou les parties du corps en biens de consommation en quelque sorte. Donc c'est une hypothèse, je n'y avais pas pensé avant que vous me posiez la question, mais c'est une hypothèse que, ma foi, qui me semble sensée. Je voudrais peut-être tout simplement également pour lancer le débat, dire qu'il y a une chose qu'il faut dire à propos du trafic d'organes et des solutions qui passent par le marché, qui est que les marchés d'organes, que ce soit les marchés illicites qui se mettent en place actuellement à travers le monde, étant donné le caractère illégal des marchés d'organes à peu près partout dans le monde, sauf dans quelques pays, l'Iran en particulier, le marché, c'est un marché très particulier. Vous savez, Adam Smith, qui est un peu le philosophe qui nous a donné l'idée des fondements philosophiques du marché, parlait de la main invisible. La main invisible va faire de sorte que des consommateurs et des gens qui ont quelque chose pour le consommateur vont être spontanément amenés à être liés en quelque sorte par les forces du marché, par la force d'une main invisible. Les marchés d'organes ont cette particularité qu'ils ont besoin d'un tiers. Il faut quelqu'un qui mette en contact les gens qui ont besoin d'organes et ceux qui sont prêts à en disposer. Et cette présence d'un tiers, donc les trafiquants actuellement, crée, pour des raisons techniques sur lesquelles on ne va pas se pencher dans un colloque comme celui-là, des distorsions à tout marché. C'est-à-dire que le rôle du tiers, que ce soit un tiers, un criminel qui se livre à un trafic illicite d'organes, ou même un État qui se donnerait comme rôle d'essayer d'organiser un marché, le rôle du tiers introduit des particularités au marché qui font que les marchés d'organes ne répondent pas vraiment aux lois du marché. C'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on pense à des solutions au trafic qui pourraient passer par la création de marchés. Alors Philippe Steiner, et puis alors on a envie de dire Steiner ici, hein. Donc je vais dire Philippe Steiner, puis c'est comme ça que vous le prononcez. Philippe Steiner et puis Valérie Gâteau, vous avez étudié cette question-là. Alors est-ce que vous pourriez juste nous éclairer toujours sur la dimension marché, sur peut-être, l'ampleur du phénomène? Qui veut commencer? Vous? Alors, Valérie, allez-y. On vous refile la patate chaude, là. Merci. Sur les questions, d'abord pour répondre à ce que vous demandiez en premier lieu, qu'est-ce qu'on sait sur
Sur ce trafic, alors d'abord, une précision importante, je pense qu'elle sera répétée plusieurs fois, mais évidemment, Daniel l'a dit, il y a des gens qui défendent le commerce des organes, personne ne défend le trafic des organes. Enfin, ce sont des choses très différentes. Est-ce que vous êtes pour le trafic? Personne ne va dire oui. Personne ne dira oui, je défends le trafic des organes. Il y a en revanche des gens qui défendent un commerce régulé des organes, c'est-à-dire non pas un système de prélèvement qui repose sur l'exploitation des plus vulnérables, organisé par un réseau mafieux et dans des conditions sanitaires et sociales totalement catastrophiques, mais un marché régulé par l'autorité publique dans lequel la rémunération des donneurs est faite par l'État et dans lequel les organes sont attribués non pas selon des critères de fortune, mais par des critères de besoin, comme c'est le cas actuellement. C'est de ça dont on parle quand on parle de marché ou de commerce des organes au sens, en tout cas, monétaire du terme. Personne, je le répète, c'est important, ne défend jamais le trafic des organes. Ce qu'on sait sur ces situations de trafic, assez peu de choses. J'ai cherché pour l'occasion, je suis allée revoir les publications sur ce sujet. J'ai trouvé une enquête qui montre que 400 greffes de ce type ont été réalisées aux États-Unis, donc par recours au trafic, entre 2001 et 2006. On sait en France, grâce à l'enquête qui a été faite par Mowgli Lequintrec en collaboration avec l'Agence de la biomédecine et à laquelle j'ai un peu contribué, que 46 Français se sont rendus à l'étranger pour acheter un organe. Et il y a plusieurs enquêtes au Canada, mais notamment une qui montre que c'est pareil. On a trouvé une quarantaine de Canadiens donc, qui sont allés acheter un organe à l'étranger dans le cadre du tourisme de transplantation et du trafic d'organes. La seule chose qui me semble vraiment très intéressante à dire sur ce point-là, c'est combien, en tout cas pour l'enquête française, les caractéristiques des personnes ont été intéressantes, puisque on raisonne dans les débats avec l'image du plus riche des pays les plus riches qui va aller exploiter le plus pauvre des pays les plus pauvres. C'est ça l'image du trafic d'organes. Or, dans les Français qui sont allés acheter un organe à l'étranger, presque tous étaient des Français, c'est-à-dire qu'ils avaient la nationalité française, qu'ils avaient droit à la sécurité sociale et que donc ils avaient droit d'être greffés en France gratuitement, mais ils étaient issus de l'immigration. Et seul un Français n'était pas dans cette situation-là. Presque tous sont retournés dans leur pays d'origine. Et donc, ce sont en fait pas du tout des personnes riches en France, c'est plutôt des populations relativement défavorisées qui ont peu de moyens. Et ça nous a... Mais alors, ça se passe comment, Valérie Gâteau? C'est-à-dire qu'ils retournent dans leur pays, il y a quelqu'un dans leur entourage qui leur offre un organe ou ils l'achètent? Comment ça se passe? Ça se passe où aussi? Alors, ça se passe essentiellement dans les pays d'Asie, voilà, les Philippines, enfin, j'ai plus tous les pays en tête, mais c'est des pays bien connus pour avoir des possibilités de ce type-là. On a eu très très peu d'informations sur les vendeurs parce que c'est extrêmement tabou. Ce sont des... Alors, c'était compliqué par le fait que, comme ce sont des Français issus de l'immigration, cette enquête a eu lieu sous le gouvernement précédent et il y avait en plus une inquiétude de la part de ces personnes à être déchues de leur nationalité. S'il était prouvé, si on découvrait qu'ils avaient pratiqué des choses de ce type. Donc c'était très difficile de les interroger. Ce qu'on a pu observer, c'est que la plupart du temps, c'est effectivement un proche qui va donner ou vendre. On n'a pas eu d'informations sur l'échange d'argent. C'est presque impossible de savoir combien ils ont payé cet organe. C'est quelque chose qui est extrêmement tabou. On ne l'a pas su. Par contre, je trouvais ça intéressant dans l'idée que c'est important de ne pas raisonner sur des prêts-à-penser. Ce ne sont pas les plus riches des plus riches. Ce ne sont pas non plus les plus pauvres des plus pauvres. Il y a probablement d'autres facteurs. Et notamment la solidarité familiale là, doit jouer dans le fait d'offrir un bénéfice à celui qui est resté au pays, une sorte de compensation. Ou voilà. Mais ça, c'est des hypothèses. Alors, on va revenir à vous dans quelques minutes. Vous allez approfondir ces notions-là, d'autant plus que vous vous dites, j'aimerais bien qu'on distingue bien dans le commerce. Il y a le commerce licite et illicite. J'aimerais bien qu'on approfondisse ça tout à l'heure. Philippe Steiner, vous rejoignez un petit peu Valérie Gâteau finalement dans vos réflexions. Enfin, moi je le sais parce que nous nous sommes parlé. Et donc j'aimerais bien que vous nous disiez, expliquiez au public votre analyse et votre point de vue sur ce sujet-là, sur le commerce, avec les 3 pivots dont vous m'avez parlé au téléphone. Merci. Alors, je pense que sur cette question, a priori, on est dans un cadre très précis, avec une séparation forte entre 3 domaines. On a un premier domaine qui est celui du don, qui est mis en avant, dont il était question lors de la session précédente, où il s'agit d'offrir, on rentre dans un commerce social, et l'organe est offert au milieu médical qui le greffe sans compensation monétaire. À l'opposé, on a bien évidemment le marché, c'est la transformation de l'organe
en marchandises qui s'achètent, qui se vendent, qui se négocient contre un financement. Et le marché, depuis le début des années 80, a été rendu illégal dans à peu près tous les pays. L'exception notable, que vous connaissez sans doute, c'est le cas de l'Iran, qui, à partir des années 1980, a créé légalement un marché réservé normalement aux nationaux. Et puis on a un troisième cas de figure qui est le trafic, c'est-à-dire le commerce illégal. Donc, a priori, les choses sont claires, les frontières sont bien tracées. Maintenant, quand on rentre dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des interactions entre les trois domaines que je viens d'évoquer. La première interaction, qui est très souvent mobilisée, c'est le fait de gens qui, face à la pénurie d'organes, qui est une réalité poignante dans le cas de la transplantation, vont dire, eh bien, comme il y a pénurie, alors il y a nécessairement des gens qui vont mettre en place un trafic. Il faut donc créer un marché légal, régulé, pour éviter la création du trafic. Et puis, d'autre part, on a un autre phénomène qui est la question du don. On pourrait dire le don est préservé de ces chevauchements. Non. Dans la mesure où, cela a été évoqué dans la séance précédente, le don s'ouvre, notamment dans les pays européens, au don entre vifs. Or, la définition du périmètre des gens qui peuvent rentrer dans le cadre du don entre vifs crée de vifs problèmes, si je puis me permettre, dans la mesure où plus on s'écarte des relations, on va dire, biologiques, de transmission via la filiation biologique, eh bien, on ouvre la porte à des personnes plus éloignées du receveur ou de la receveur, et donc, du coup, on ouvre la porte à des possibilités de commerce illégal par l'intermédiaire du don. Donc, premier brouillement, en quelque sorte, des séparations. Deuxième chose que je voudrais évoquer à ce point, c'est le fait qu'on a aussi un cas qui est ce que j'appellerais des zones grises, qui proviennent du fait que dans certains cas de figure bien répertoriés, eh bien, d'une certaine façon, des États peuvent favoriser des formes de prélèvement, d'une part, ou de transplantation, de manière à favoriser leurs nationaux au détriment d'autres pays dans lesquels il est plus facile d'acheter, alors que dans leur propre pays, c'est interdit. Et donc, à partir de ce moment-là, on a en quelque sorte des trafics, mais qui sont reconnus, éventuellement aidés par l'État. Alors, le cas le plus patent du point de vue de cette opération, c'est une chose délicate, c'est l'État d'Israël, puisque dans cet État, il y a un nombre important de chirurgiens qui militent en faveur de la création du marché d'organes. De nombreux religieux se sont aussi exprimés en ce sens, et on a des témoignages de chirurgiens israéliens qui ont effectivement accompagné leurs malades en Turquie, de façon à s'assurer que la greffe achetée serait de bonne qualité, et lorsque le malade revient, eh bien, on soigne ces malades comme si rien d'illégal n'avait pu se produire. Donc, j'indique ces situations dans la mesure où cela montre qu'entre les décrets politiques et juridiques qui établissent des séparations très claires, nous avons des pratiques qui, elles, le sont beaucoup moins et qui aboutissent, pour terminer sur cette première série de questions, qui aboutissent, si je reprends des chiffres qui ont été donnés par l'Organisation nationale des trasplantes, donc l'organisation espagnole qui est la plus efficace parmi celles que nous connaissons en Europe à l'heure actuelle. Il y a environ 5-6 ans de ça, ces derniers chiffres que j'ai pu consulter, on estimait dans le monde environ 90 000 le nombre de greffes, normalement essentiellement des greffes de reins, et sur ces 90 000 greffes, 10 000 étaient considérées comme illégales. D'accord. Et puis il y a aussi le cas de l'Iran, vous m'avez dit, où là c'est
Alors, on a le cas de l'Iran, mais le cas de l'Iran est à ce moment-là tout à fait différent dans la mesure où il s'agit d'une commercialisation légale, alors que le trafic est plutôt de l'ordre de quelque chose qui est interdit. Le commerce est légal, il est encadré. Ça ne veut pas dire qu'il ne pose pas des questions très, très graves, et d'une certaine manière d'exploitation, on peut dire, des pauvres. Environ 70% des personnes qui vendent leurs reins vivent en dessous du niveau de pauvreté dans le pays. Ce sont des gens endettés qui resteront d'ailleurs endettés une fois qu'ils auront reçu le cadeau ou la rémunération liée à la vente du rein. Donc là, on a quelque chose effectivement que l'on peut considérer comme dramatique, mais c'est légal. Oui. Philippe Wolf, d'où viennent les organes que vous transplantez? Les organes du trafic ou les organes transplantés? À vous de répondre. Alors les organes qu'on transplante, en tout cas bon, c'est peut-être se draper dans une toge un peu virginale que de vous annoncer qu'il n'y a pas de trafic d'organes ni en Alsace ni en France, parce qu'il n'y a probablement pas d'activité chirurgicale qui est aussi sécurisée, tracée, contrôlée que la transplantation d'organes. Mais je ne nie pas pour autant qu'il y a un trafic d'organes au plan international. Alors en France, les organes proviennent pour 90% de donneurs en état de mort encéphalique, qui sont tous signalés dès leur passage en état de mort encéphalique à l'Agence de la biomédecine, et dont les organes sont prélevés dans des hôpitaux universitaires par des chirurgiens ne pratiquant pas d'activité rémunérée à l'acte, donc en secteur public et non privé. Et ces chirurgiens vont chercher les organes, les ramènent le plus rapidement possible. C'est une intervention chirurgicale qui ne se passe pas dans une morgue, mais dans une salle d'opération, car ce sont des morts encéphaliques dont le cœur est encore battant. Le cœur est arrêté pendant l'intervention chirurgicale. C'est une intervention qui se passe dans des conditions extrêmement stériles, puisque ces organes vont être transplantés à des patients qui vont avoir des médicaments anti-rejet qui les fragilisent du point de vue infectieux. C'est une technique qui n'est pas tout à fait facile. Ces organes sont ramenés dans les centres où les attendent les receveurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, tous les receveurs sont inscrits sur une liste nationale d'attente gérée, encore une fois, par l'Agence de la biomédecine. Et donc, je ne sais pas exactement le nombre de bordereaux, de tampons, de transmission informatique par un logiciel spécial qui est le logiciel Crystal, qui sont effectués par les équipes nombreuses qui participent à une transplantation, aussi bien au prélèvement qu'à la transplantation. Il y a peut-être 50 à 60 personnes qui participent à une greffe à chaque intervention. Je pense que s'il y avait la moindre illégalité, quelqu'un aurait parlé pour dénoncer l'autre, de toute façon. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un trafic international, ça on ne peut pas le nier. C'est pas tout à fait dire ça ne nous concerne pas, donc on n'en parle pas, c'est pas bien non plus. Je crois qu'il faut aussi distinguer, à côté des 3 cas de figure que vous a décrit monsieur le sociologue, il faut bien faire la déconfusion entre les vols d'organes et les trafics d'organes. Les trafics, avec les zones grises, les trafics d'État, ce sont des patients qui vendent leurs organes et qui, en principe, je ne sais pas quel est le degré de leur consentement, quand on a très très faim et qu'on voit ces enfants mourir sous ses yeux, le consentement n'est peut-être pas toujours aussi éclairé qu'il ne devrait l'être, mais c'est une vente. Alors là, ça existe. Il y a des pays même qui favorisent ce trafic. Maintenant, les vols d'organes sont confondus avec le trafic d'organes et sont totalement différents parce que dans le vol d'organes, le donneur, il n'est pas consentant. Alors là, nous n'avons pas de traces en France, disons, de vol d'organes, dans la mesure où il n'y a pas eu d'action en justice. Monsieur le procureur, si quelqu'un se réveille dans une 2 chevaux avec une cicatrice de 40 cm un matin sur un parking de supermarché, il ira forcément, ou sa famille, déposer une plainte. À ma connaissance, ces plaintes n'ont pas été enregistrées. Alors, les sociologues qui sont intéressés au problème, Madame Campion-Vincent, sous une enquête qui avait été demandée par l'Établissement français des greffes, l'ancêtre de l'agence, avait conclu un fantasme très dangereux parce que colporté par des élites sous la forme de dîners
en Argentine, où on a vu, mais c'était plutôt le cousin qui n'était pas là, qui avait vu quelqu'un auquel on avait arraché un organe dans une camionnette sur un parking. Ce fantasme s'apparente au fantasme de la traite des blanches. Une petite fraction de l'auditoire est assez âgée pour se souvenir de ce fantasme qui faisait que ma maman me prenait la main quand on passait devant un magasin de lingerie quand j'avais 5 ans et on traversait soigneusement la rue parce que si elle rentrait dans le magasin, elle se retrouvait à fond de cale, direction Tanger, pour une prostitution organisée mafieusement. Alors là, il faut vraiment bien distinguer ces commercialisations d'organes. Ça existe, on sait très bien qu'il y a une filière moldave, par exemple. Les patients arrivent en Turquie, sont opérés dans des cliniques qui sont des cliniques impeccables. J'ai vu des comptes rendus opératoires qui sont au-delà de tout soupçon. Le patient, généralement, vient d'Israël. Il achète cet organe 120 000 $. 2 000 $ sont donnés aux Moldaves, qui repart en bus en Moldavie, 5 jours après son opération. Il y a une surmortalité. Elle n'est pas liée au fait qu'on lui a pris un rein. Elle est liée au fait qu'il dépense, enfin, il convertit rapidement les 2 000 $ en vodka et il meurt d'éthylisme aigu. Donc ça, on ne peut pas ne pas l'accepter. Voilà. Alors bon, à ce stade, en tout cas, on a envie de se tourner vers l'homme de loi. Robert Gély, pour vous demander est-ce que nous sommes vraiment protégés, tout se passe bien en France. Et puis c'est vrai que régulièrement, toute génération a connu ça, ces histoires de vol, de trafic d'organes sur des parkings, toujours de supermarchés. C'est peut-être les concurrents finalement qui lancent ça, mais bon. Alors, est-ce qu'on est protégé en France? Et est-ce que vous-même, vous avez connaissance de trafic, de filières? Alors, les vols d'organes sur les parkings de supermarchés, je crois qu'effectivement, on n'en a pas eu. Non, je crois que quand même, ce qu'il faut dire d'ores et déjà, c'est que le dispositif législatif et administratif français, effectivement, est quand même extrêmement important. Il y a un dispositif de contrôle important, un dispositif pénal et répressif aussi important, et on peut quand même penser raisonnablement que la question du trafic d'organes en France, sur le territoire national, est quelque chose qui a des difficultés sûrement à se mettre en place ou à se développer. S'agissant uniquement du droit pénal, on a évoqué tout à l'heure et au cours de ces journées toute une série de grands principes. Les grands principes, pour qu'ils soient effectifs, il faut qu'il y ait des sanctions pénales derrière. Donc notre dispositif pénal, dans le code pénal, il y a tout un chapitre qui est réservé à la protection du corps humain qui prévoit des sanctions pénales pour toute une série de situations qui enfreignent ces grands principes, à savoir l'absence de consentement, la rémunération du don, la possibilité, enfin le fait aussi, et ça c'est très important, que aucune conservation d'organes, aucune transformation d'organes, aucun prélèvement, aucune transplantation ne peut se faire en dehors d'établissements qui eux-mêmes sont soumis à autorisation et dans des cadres très précis de protocoles avec toute une série de situations, je veux dire, qui sont effectivement soumises à vérification, à contrôle. Il y a d'ailleurs même le juge aussi qui doit intervenir sur le consentement, enfin, etc. Donc on a quand même un dispositif qui me paraît a priori être très, très solide. Pour autant, la question du trafic d'organes, alors on ne parle ici que du trafic d'organes parce que la question du trafic des tissus et des cellules, c'est autre chose et qui est beaucoup plus complexe, au point d'ailleurs que même au niveau international, on a beaucoup plus de mal à s'entendre sur ces questions-là. Mais restons sur le trafic d'organes, il y a quand même toute une série d'éléments qui sont portés à la connaissance des personnes qui s'intéressent à ça ou qui travaillent sur ces questions-là, qui quand même laissent à penser qu'il y a des trafics d'organes au niveau international qui peuvent s'organiser. On a tous en mémoire, vous l'avez cité, des situations
exceptionnelles qui peuvent le favoriser. On l'a vu avec le livre qui est ensuite de Carla Del Ponte, qui était ex-procureur du tribunal pénal international, qui a quand même débouché aussi, enfin c'est pas son livre lui-même, enfin il y a eu derrière des enquêtes sur la guerre au Kosovo et les possibilités qu'il y ait eu certains prisonniers serbes, plutôt là, cette fois-ci, qui aient pu faire l'objet d'exécution puis de prélèvement. Bon, il y a actuellement des enquêtes, on parle de la possibilité même de créer un tribunal ad hoc sur ces questions-là. Il y a également aussi des situations qui ont été constatées. On a parlé là de la Turquie tout à l'heure. Il y a effectivement un chirurgien turc qui a été interpellé alors qu'il faisait des opérations, des transplantations, plus précisément en Albanie d'ailleurs, je crois, à Pristina, dans une clinique qui s'appelait la clinique Medicus, je crois bien, où effectivement il y avait à la fois le prélèvement qui était effectué, moyennant rémunération, et puis derrière la transplantation, avec en l'espèce d'ailleurs effectivement des greffés de nationalité israélienne, comme vous l'avez indiqué. Donc on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si toute la communauté internationale s'est penchée là-dessus, et que aussi bien les Nations Unies que le Conseil de l'Europe ont lancé un dispositif juridique, puisque nous travaillons actuellement sur une convention pénale au niveau du Conseil de l'Europe pour réprimer la question du trafic d'organes, et je dis bien uniquement du trafic d'organes. Cette convention d'ailleurs est toujours en cours, je pense qu'elle est quasiment finalisée aujourd'hui, et elle doit être soumise prochainement au comité des ministres au printemps prochain. Et que dit cette convention? Elle reprend effectivement tout ce qui convient de réprimer, les questions de prélèvement sans consentement, avec avantage ou profit, l'utilisation d'organes prélevés illicitement, la sollicitation contre rémunération de donneurs ou de receveurs, la corruption des professionnels de santé, etc. etc. Et également aussi, insiste beaucoup, parce que c'est une des clés évidemment de la solution sur l'entraide internationale, qui est la clé de voûte d'une véritable lutte contre le trafic. Alors, au niveau français, je répète qu'en ce qui concerne les condamnations, il n'y en a pratiquement pas, ou alors ce sont des condamnations qui ont été prononcées pour des questions qui font référence aux articles qui concernent la protection du corps humain, mais qui ne concernent pas des trafics d'organes. Donc on en a très peu. Par contre, il est clair qu'au niveau international, il y a un réel sujet. Alors la question qui se pose, elle est double. Comment on fait? Et après j'arrête, c'est juste pour ouvrir deux questions. La première, est-ce que pénalement on peut incriminer le receveur qui reçoit un organe qui proviendrait d'un prélèvement illicite qui aurait été fait à l'étranger, par exemple? C'est une vraie question de fond. Est-ce qu'on peut incriminer pénalement le receveur? Comment on peut faire remonter l'information? Parce qu'il peut y avoir des Français, ça a été dit, qui vont faire en France, ça sera, on l'a dit, pas possible, mais à l'étranger, acheter un organe. Est-ce que l'information, comment peut-elle remonter pour qu'il y ait une enquête là-dessus? L'information du procureur de la République, en l'espèce, comment ça peut remonter jusqu'à lui? Est-ce qu'il peut y avoir une levée du secret médical? Parce que le médecin qui, lui, va ensuite avoir la personne qui a fait l'objet de cette transplantation, en France, va bien sûr la suivre et la soigner. Est-ce qu'on peut le délier de son secret médical, enfin, etc. Donc il y a toute une série de questions qui sont fondamentales et qui sont aussi des questions qui permettent d'envisager les moyens de lutter aussi contre le trafic. Oui, de la même manière aussi, mais ça on verra tout à l'heure peut-être, parce que j'aimerais bien qu'on laisse après la parole au public, donc dans une vingtaine de minutes. De la même manière, on peut poser la question,
est-ce que lorsqu'il y a un trafic avéré, est-ce que la collaboration entre les services juridiques de différents pays fonctionne bien? Bon, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et justement, Emmanuel Prada-Bordin, parce que je vois l'heure tourner, je sais que vous avez un train, j'ai quand même profité de votre présence. Et on se dit quand même que tout ça, et d'ailleurs la question a été posée tout à l'heure, s'il y a trafic, s'il y a commerce, c'est parce qu'il y a pénurie d'organes. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Et Alors, d'ailleurs, on peut s'il en y a donner un pénurie petit peu une d'organes, évaluation? s'il y a pénurie d'organes, c'est parce que la greffe, ça marche bien. Il faut quand même Oui. le dire. Parce qu'il n'y a pas pénurie d'organes pour tous les organes. Tout à l'heure, avec M. Lafont, président de Vaincre la mucoviscidose, on se félicitait du fait qu'en matière de greffe de poumons, cette année, on a greffé autant de patients en attente on a répondu à tous les besoins des patients en attente pour les poumons. C'est à peu près vrai aussi pour le cœur. Pour le foie, il y a beaucoup moins de tension. En revanche, il y a énormément de tension pour le rein, puisque les chiffres, c'est 16 000 personnes ont été en attente de rein l'année dernière, et on a fait à peu près un peu plus de 3 000 greffes. Donc on voit tout de suite le gap. Alors pour lutter contre ça, évidemment, il faut réduire la pénurie. Mais avant de vous parler du plan, je voudrais vous dire un point qui est très important, parce que vous devez vous demander pourquoi, au fond, les Français ne vont pas se faire greffer à l'étranger. Excellente si c'est question. si facile. Et la raison principale, et c'est le professeur Wolf n'a pas, c'est parce qu'il est trop humble, il ne vous l'a pas dit. La raison principale, c'est la sécurité sanitaire. Les trafiquants, ils font pas ça parce qu'ils aiment les organes ou quoi, ils font ça pour gagner de l'argent. Et en France, comme dans toute l'Europe occidentale, on a des règles de sécurité sanitaire très strictes. Les donneurs sont sélectionnés et c'est au moment du prélèvement qu'on fait cette sélection. Pendant le prélèvement, on prend énormément de soins. Un prélèvement, c'est une intervention chirurgicale, comme ça a été rappelé. Et ensuite, il y a la greffe. Et ensuite, il y a le suivi éventuel du greffé. Et quand c'est un don du vivant, ce qui est le plus souvent le cas dans les trafics, il y a un suivi du donneur lui-même pour savoir comment il va après son prélèvement. Et tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc la personne qui est en attente d'un rein en France, elle sait qu'on va lui greffer un rein qui sera sain. Alors, ce n'est pas 100%, parce qu'il y a toujours des inconnus en médecine, mais tout a été fait pour qu'il soit sain. Et les gens qui vont se faire greffer aux Philippines, au Pakistan, dans ces pays-là, le donneur, c'est le pauvre parmi les pauvres, et donc c'est le malade parmi les malades. Il a des parasites, il a des cancers qui ne sont pas décelés, et il va transmettre ces maladies. Et je parlais avec un médecin bulgare qui me disait qu'en Bulgarie, tous les enfants qui avaient besoin d'une greffe de foie en raison de cette maladie de l'enfance très particulière, qui nécessite absolument une greffe de foie, ils allaient se faire greffer au Pakistan. Et un tiers de ces enfants développaient le sida en revenant. Pourquoi? Parce que le donneur pakistanais, il était contaminé, ça n'avait pas été vérifié, et puis c'est tout. Et le trafiquant, il a pris son argent au passage. Donc cette sécurité sanitaire, parfois pesante sur nos équipes, elle est la garantie aussi que les trafics ne se développent pas chez nous, parce que les patients, eux, ils veulent être soignés, et ils ne veulent pas aller ils ont compris qu'il y avait un risque majeur à être transplantés dans le cadre d'un trafic. Et pourquoi l'enquête française a montré que les Français qui partent à l'étranger sont souvent des primo-immigrants? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas eu forcément cette information, ou en tout cas qui ne l'ont pas forcément comprise, et le poids de leur famille est plus fort. Et elle leur dit « mais t'es trop bête, on va t'aider à te faire greffer dans notre pays ». Et ils oublient un peu les risques. Et puis après, ces patients reviennent dans les services et malheureusement, souvent, développent des pathologies. Donc c'est vrai qu'on a développé un plan pour limiter la pénurie. Donc pour développer le don finalement, non? Pas seulement. Parce que la pénurie, on peut la développer en développant le don, bien sûr. En agissant à l'hôpital, c'est un axe majeur pour augmenter le recensement, parce qu'il y a encore des hôpitaux où les donneurs potentiels, c'est-à-dire des gens qui seraient motivés vraiment pour donner, eh bien on ne va même pas les recenser, donc bon, voilà, ils ne seront pas prélevés, c'est sûr. On va augmenter donc dans l'hôpital. On va aussi travailler sur le taux de refus, vous en avez parlé tout à l'heure, 30% au niveau national, mais d'énormes disparités régionales. Dans certaines régions, on est à 10% de refus seulement. Dans certaines régions, on est au-dessus, quasiment à 50% de refus. Pourquoi? C'est ça qu'on va regarder avec des équipes universitaires qui nous aident beaucoup pour essayer de comprendre ces déterminants du refus et agir sur le refus. Troisième axe important, c'est diminuer le nombre de gens qui ont besoin d'une greffe.
C'est-à-dire avoir, parce que la greffe, c'est à la fin du parcours d'un malade. On parle du stade terminal, c'est-à-dire son organe est vraiment à bout de souffle. Il va s'arrêter et la personne va mourir. Et ce stade terminal, sauf dans certaines maladies très particulières, on peut le retarder. On peut même le retarder de plusieurs années, voire de presque 10 années pour certaines évolutions de la maladie rénale, si elle est vraiment prise à temps. D'où un gros travail pour se remettre en filière autour d'un patient, avec le généraliste qu'on va sensibiliser, après avec le spécialiste de ville, et puis l'équipe de greffe, de façon à ce que ce soit très tôt, que les gens soient sensibilisés à la maladie rénale pour la retarder, et éviter que les gens, je vous rappelle qu'en France, la plupart des gens qui arrivent en dialyse, ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient une maladie rénale. Et ils arrivent à un stade aigu, très grave, et si on ne les dialyse pas maintenant, là, tout de suite, leur pronostic vital est engagé. Et ces gens-là, s'ils avaient été pris en charge beaucoup plus tôt, non pas de manière lourde, mais de manière éclairée, on aurait certainement retardé le moment du stade terminal. Donc ce sont ces 3 axes. Agir à l'hôpital pour augmenter le recensement, diminuer le taux de refus. Il n'y a pas de raison, puisque 90% des Français se disent favorables, que le moment venu, on ait ces blocages. Il faut comprendre pourquoi et faire comme nos amis espagnols. Et puis aussi travailler tous les médecins ensemble pour qu'il y ait moins de gens qui se retrouvent comme ça au stade terminal, d'un seul coup d'un seul, avec besoin vital d'une transplantation. Et d'ailleurs, si on veut en savoir plus, si on a envie de lire votre rapport et votre plan, finalement, il est disponible pour tous sur Internet. Moi, je l'ai téléchargé là-dedans. Oui, c'est très gentil de me donner l'occasion de dire que toutes ces informations sont sur le site de l'agence. Non, mais parce qu'il y a eu tellement de questions dans la salle tout à l'heure, autour du don, autour de l'agence, autour de quels sont mes droits. Je trouve important aussi de dire qu'il y a cette information-là de disponible. Voilà, l'agence a un site institutionnel dans lequel vous trouvez tous les textes en particulier et tous les chiffres du rapport annuel. S'agissant du trafic d'organes, c'est l'agence qui est chargée de rendre compte au Conseil de l'Europe de l'enquête annuelle. Donc il y a aussi les données de l'enquête annuelle. Et puis il y a un site sur le don d'organes qui s'appelle dondorganes.fr où, si vous voulez vous renseigner sur à quoi ça sert, pourquoi on fait ça et comment on le fait surtout, eh bien, c'est facile. Alors, autour de toutes ces questions-là, on va rentrer un petit peu dans les sujets d'éthique. Oui, je ne l'ai pas oublié, au contraire. Moi, il y a juste la notion de la mort. J'ai entendu la mort encéphalique qui me pose question. Et je vais vous poser tout à l'heure une question. Mais on va déjà écouter Bernard-Marie Dupont, parce que lui, il a envie de revenir sur la notion de commerce, sur la notion de trafic, et puis les questions éthiques, parce que, me dit-il, nous sommes quand même au Forum européen de bioéthique. Alors, nous vous écoutons. Merci. Alors, c'est plus facile pour moi de parler parce que j'interviens après, donc je peux rebondir sur un certain nombre de choses qui ont pu être dites. 3 choses. Trafic, éthique, commerce. Trafic, ça je ne suis pas spécialiste de ces questions de trafic, donc je ne peux pas en parler au sens propre du terme. Par contre, je voudrais prolonger les propos de monsieur le procureur Gély, qui a bien insisté sur le fait qu'il est difficile de savoir si on peut incriminer ou pas le receveur. La question de l'incrimination qui pose évidemment un tas de problèmes juridiques. Je voudrais juste vous dire, ce n'est pas tout à fait un scoop, mais qu'un petit groupe emmené en France par une amie qui est dans le feu de l'actualité médiatique, qui est le juge Marie-Odile Berthella-Geoffroy, nous travaillons à la création d'un tribunal pénal international de la santé et de l'environnement qui verra le jour en Italie. Et donc qui a pour but justement de dépasser ces clivages nationaux et de permettre un jour que, on peut l'espérer, des trafics ou des trafiquants, surtout des trafiquants, soient poursuivis jusqu'à ce qu'ils soient pris et condamnés. Donc c'est tout ce que je peux dire sur le trafic, mais quand même c'est une question importante. On essaye de mettre sur pied, on va y arriver, un tribunal pénal international. La question de l'éthique. Évidemment, c'est une question importante, surtout dans un forum qui se veut un forum bioéthique. En 2000, j'avais été envoyé par l'INSERM en Afrique du Sud, au Cap, pour défendre une position plutôt européenne, pas simplement française, de l'éthique, dans un contexte qui était celui des essais cliniques pratiqués dans les pays du tiers-monde, puisque dans les pays du tiers-monde, au moins à cette époque, la question de la marchandisation, qui est un mot qui n'est pas très beau, mais qui dit ce qu'il veut dire, se posait déjà, puisqu'il semblait plus éthique, enfin pardon, pas plus éthique justement, lapsus, plus facile
de faire des essais cliniques sur une population économiquement fragile, puisque leur consentement pouvait être obtenu de manière assez facile en échange de quelques promesses substantielles. Et j'étais le premier à parler, j'introduisais la dimension éthique dans sa partie européenne, et puis il y avait un Nord-Américain qui intervenait après moi. J'ai fait un exposé classique sur ce qu'on pouvait entendre par le mot éthique et les exigences de l'éthique. Ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est l'attaque qui a suivi de la part de celui qui faisait l'exposé suivant, qui était professeur de médecine à Toronto, et qui a fait une démonstration qui se voulait brillante, visant à contredire clairement ce que j'avais dit. Et il m'a dit, d'abord, vous, Européens, vous êtes trop cartésiens. Je lui ai dit, est-ce que vous avez lu Descartes? Il m'a dit non, mais j'étais quand même trop cartésien, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. Mais c'est surtout sa définition de l'éthique qui m'a surpris il y a 13 ans, et qui était en même temps prémonitoire, parce qu'il m'a dit, pour nous, donc je balaye tout ce que vous faites d'un point de vue théorique, ce sont des discussions sans fin, ça n'a aucun intérêt. Et il m'a dit, texto, j'ai encore ces diapositives, pour nous, ce qui est éthique, c'est ce qui, d'un point de vue économique, est rentable, c'est-à-dire permet un retour sur investissement favorable, créditeur. J'avais eu du mal à comprendre la portée de ces propos, mais 13 ans après, je les comprends vraiment bien, dans la mesure où, tout autant que le trafic, la dimension du commerce des organes est aujourd'hui une donnée absolument incontournable, réelle, et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr que nous luttons et nous essayons de lutter contre les trafiquants, mais cette dimension du commerce, elle est entrée dans nos vies, et aussi, il faut bien le dire, avec une philosophie assez efficace, puisque à force de revendiquer, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une prise de position, c'est un constat, que mon corps m'appartient, évidemment, je peux le louer, le vendre en petits morceaux, etc. Donc je voudrais insister, mais ce sera peut-être l'occasion de questions dans le public, sur cette idée aussi de commercialisation qui est entrée dans nos pratiques les plus quotidiennes et de manière extrêmement insidieuse. J'en donne un seul exemple pour vous montrer la difficulté et parfois la perversité et la subtilité de l'indistinction entre ce qui est gratuit, ce qui est donné, ce qui est altruiste et ce qui serait acheté ou vendu. C'est la question des médicaments dérivés du sang. Si nous défendons le don du sang, anonyme, gratuit, comme un geste altruiste, n'exigeant aucune contrepartie financière et faisant appel véritablement à la générosité du donneur, dans une symbolique, vous vous en souvenez, ou vous l'avez tous lu peut-être, du bras à bras, c'est-à-dire que je donne mon sang pour sauver mon voisin, celui qui pourrait être mon voisin, etc. Quand on regarde en bout de chaîne, on a un médicament dérivé du sang, par exemple le facteur 8 pour les hémophiles, qui lui est tout sauf une donnée altruiste, qui est un produit manufacturé fini, qui a un coût et qui a un prix. C'est-à-dire qu'il y a un prix de vente, il y a un prix d'achat, il y a un prix du commerce des médicaments dérivés du sang. Ce n'est pas une critique. Je veux dire, c'est aussi un marché qui est planétaire, la fabrication coûte cher, mais ce qui veut dire que la commercialisation des éléments du corps humain, elle est entrée dans nos vies de manière extrêmement subtile. Et donc, distinguer, oui, bien sûr, commercialisation du trafic, c'est une chose, mais il faut être conscient aussi que aujourd'hui, cette mode, cette façon de faire appel au commerce des éléments du corps humain de manière extrêmement légale, elle est aussi extrêmement réelle, et je vous donnerai d'autres exemples sans doute après. Oui, nous aurons l'occasion d'y revenir. Il est 18h59. Alors, je vais donner la parole à Fabienne Keller et puis notre grand témoin. Tout de suite après, je vous redonne la parole. Bien sûr, nous n'avons pas été exhaustifs, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'abord de pouvoir engager le dialogue avec vous. Oui, merci beaucoup. Peut-être quelques réflexions, avant tout comme citoyenne, en entendant les personnalités très engagées sur ces sujets de don d'organes. Parler de trafic d'organes. Voilà. Il y a un petit décalage. Donc, c'est pas mon sujet de spécialité, mais c'est un sujet qui me touche. Et d'ailleurs, je trouve que le seul fait d'associer trafic et organes, c'est déjà quelque chose de terrible. Parce que trafic, c'est la mafia, ça a été évoqué, c'est des choses illégales, cachées, mal faites, ou sur de mauvais motifs.
Et l'organe, c'est quelque chose de très précieux, de vivant, qui peut donner la vie, qui touche à notre intimité, enfin ce qu'on a de plus précieux, hein, c'est notre corps. Deuxième réflexion, je trouve que cette question du trafic d'organes rend visible les écarts quand même énormes dans l'accès à la santé, aux technologies de la santé, entre différents pays du monde. S'il y a des endroits où on prélève et d'autres pays bénéficiaires, c'est bien qu'il n'y a pas le même droit à la santé, et c'est beaucoup plus général. Simplement sur cette question de l'organe, ça se voit, parce que ça passe d'un pays à l'autre. Le mauvais traitement de certaines maladies dans de grandes zones du monde, on le connaît moins, parce que ça reste localisé. Mais ça renvoie aussi aux écarts incroyables de possibilité d'accéder à différentes technologies. Remarque suivante, le mot consentement est venu plusieurs fois sur la question du don. Mais c'est quoi le consentement si, quand on m'opère, je ne suis pas informée? Le mot ignorance a été cité aussi à plusieurs reprises. Ou quand mes préoccupations de court terme, je crois que c'est le professeur Wolf qui l'évoquait, dominent un objectif de préservation de ma santé, qui est un objectif plutôt de moyen et long terme. Donc cette notion de consentement, comme Monsieur le procureur général, comme l'idée de l'absence de rétribution, comme l'exigence de non-sollicitation du donneur-receveur, comme la non-rémunération des professionnels de santé, que vous avez indiqué comme les principes fondateurs de ce qui pourrait être une convention pénale internationale, semble tout à fait essentiel, mais encore faut-il trouver une acception mondiale à cette idée de consentement. Voilà, enfin, je voudrais dire que l'idée qu'on réfléchisse au niveau mondial à ces questions, j'ai envie de dire, il est temps. S'il y a 10 000 personnes tous les ans auxquelles on prélève un organe sans qu'elles aient peut-être toute l'information, toute la conscience, et puis aussi tout le suivi dans la durée, pour qu'après prélèvement, ils puissent être accompagnés, c'est je crois, un sujet majeur, mais qui donnera sûrement lieu à oui, certainement. beaucoup de questions. Et juste vraiment très égoïstement, avant de vous donner, je voudrais juste poser moi une question, parce que il y a la question de on en a parlé, Israël, au Conseil scientifique, la frontière de la mort. Là, on parle quand même de prélèvement, sur des personnes, on a parlé du vivant, mais sur des personnes non vivantes, mortes. Et donc, moi, cette question, elle m'a beaucoup hantée. Je me suis dit, j'ai plongé dans des livres de David Le Breton, bien évidemment. Et alors, je suis tombée sur une phrase, et je vous pose cette question, vous répondrez plus tard ou pas du tout. Et c'est, est-ce qu'il y a une objectivité de la mort, parce qu'on a parlé de mort encéphalique, ou seulement des définitions provisoires liées aux avancées scientifiques? Voilà, donc ça c'est une des questions. Mais on va vous donner la parole à vous dans la salle. Oui, Loïc Rigal, étudiant en droit. Je voulais poser la question à Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Voilà, alors, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que l'utilitarisme des criminels, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'un trafic d'organes des criminels est malsain pour la société. Je suis vivement préoccupé, Monsieur le procureur, par un trafic d'organes étatique qui est en train de se passer. La dernière intervention qu'on a eue et qui a été extrêmement applaudie par la salle juste avant à 18h, à propos du don du sang des personnes homosexuelles masculins. Il n'y a pas de discrimination. Les personnes homosexuelles féminines peuvent donner leur sang. C'est juste qu'il y a des facteurs épidémiologiques certains, prouvés, qui montrent que l'accès au don du sang des personnes homosexuelles masculines est dangereux pour la société. Et ce refus de la nature était en cours exactement, Monsieur le procureur, pendant votre intervention, alors que Monsieur Guénaud se faisait houspiller à l'Assemblée nationale par tous les députés de la majorité qui gueulaient contre lui, qui ne le laissaient pas parler, alors même que ce député disait « Le projet de loi Taubira va entraîner la GPA ». Et voilà ma question. Comment va-t-on faire, Monsieur le procureur, lorsque des lois étatiques vont permettre la marchandisation, l'utilisation de l'utérus des femmes à des fins
on ne sait pas lesquels. Et quel instrument juridique peut-on imaginer au niveau international pour abolir ce genre de pratique, finalement réduisant le corps des femmes à un objet? Je crois qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui va vous répondre. Israël, tu veux pas répondre aussi, hein? On va poser Rapidement. plusieurs questions. Ok. Et on va essayer de ne pas faire le procès du procureur, hein. Françoise Waxman, grand public. Je voudrais Est-ce que vous voulez juste, s'il vous plaît, vous lever, qu'on puisse vous voir, parce qu'on est aveuglé, et puis que les autres puissent vous voir également. Merci beaucoup, madame. Je voudrais savoir s'il serait possible d'envisager, pour aider la recherche sur les cellules souches, qui me semble appelée à se développer beaucoup et peut-être amener une autre solution que la greffe, envisager par exemple de faire un prélèvement systématique du cordon ombilical après grossesse, parce que je ne sais pas si on en fait quelque chose après. Merci, madame. Alors, il y avait une autre demande de parole depuis 5 minutes, là, monsieur. Oui, merci bonjour, beaucoup. Jean-Marie Schump, Candide. Tout à l'heure, le chirurgien disait, ou enfin j'ai cru comprendre que quand il s'agissait de prélever le cœur, on prélève un cœur qui bat, donc pour l'enlever, je bricole dans mon garage, mais je suppose qu'on coupe quelque chose et que le cœur continue peut-être, mais la personne à qui on enlève le cœur, elle n'a plus de cœur, donc ça s'arrête. Donc est-ce qu'on prélève sur quelqu'un qui est mort, ou est-ce sur un cadavre, ou est-ce qu'on prélève sur un vivant qui à la sortie, il n'est plus vivant? Je sais que c'est compliqué, mais enfin ça me paraît quand même assez important pour la compréhension de la chose. Merci. C'est compliqué, mais c'est une bonne question. On va peut-être, Israël, essayer de répondre déjà à ça. Alors, qui veut commencer? Emmanuel Prada-Bordenave, puis Philippe Wolf. Dites que le professeur Wolf l'a dit, les personnes dont il parle sont des personnes en état de mort encéphalique, c'est-à-dire des personnes sur lesquelles a été fait par 2 médecins le constat de la mort et de la destruction irréversible du cerveau. Donc ces personnes, ces donneurs, sont des personnes qui sont mortes. Mais comme elles sont en réanimation branchées sur des machines, la machine maintient la circulation du sang et les battements du cœur. Mais c'est cette machine qui maintient artificiellement les mouvements du cœur sur une personne dont le décès a été constaté, encore une fois, par 2 médecins, c'est la loi qui l'impose, et ces 2 médecins n'ont pas le droit de faire partie de l'équipe de greffe dans notre pays. Donc le constat de mort est signé, la personne, elle est morte. Mais il est vrai que les machines maintiennent une circulation pour irriguer les organes, parce que vous savez que lorsqu'un organe n'est plus irrigué, eh bien, il se détériore à toute vitesse. Et donc, si jamais on le greffait après, il ne recommencerait pas à fonctionner, donc ça ferait une greffe qui serait forcément un échec. Donc on est obligé de maintenir cette circulation artificielle par les machines de réanimation, mais la personne est morte et le constat de mort a été signé avant tout commencement de la démarche de prélèvement. Alors, ce n'est pas du tout pour vous être désagréable, Emmanuel Prada-Bordenave, mais justement, je retourne chez David Le Breton. Il dit « La mort cérébrale est une notion propre à la culture savante du monde médical. Elle contredit de plein fouet la sensibilité de l'individu extérieur, à ce savoir, le corps est chaud, le cœur battant, le souffle ininterrompu. » Philippe? Alors, simplement, c'est vrai que mort cérébrale, c'est un substantif atténuatif. C'est comme si je dis le matin à mon épouse « Je t'aime beaucoup ». Elle va être moins contente que si je lui dis « Je t'aime ». La mort cérébrale, c'est la mort. Mais la séquence amenant à la mort se passe en sens inverse. Je m'explique. Lorsque nous allons mourir de notre belle mort, notre cœur va s'arrêter. Notre cœur, c'est une pompe qui véhicule du sang, qui véhicule des globules rouges, qui porte de l'oxygène, et on meurt parce que le cerveau n'est plus oxygéné. Ça se passe en une fraction de seconde et c'est irréversible. La mort cérébrale, c'est à la suite d'un choc ou de la rupture d'une artère dans le cerveau. Le cerveau est dans une boîte inextensible. On a un syndrome cocotte-minute. Si on a un œdème du cerveau ou un hématome qui se développe dans la boîte crânienne, la pression monte. Quand la pression dans le cerveau est supérieure à la pression artérielle, eh bien, tout se passe exactement comme si vous mettiez
des clans sur les artères carotides vertébrales, le sang ne monte plus au cerveau. Donc le cerveau meurt par nécrose en une fraction de seconde, mais le cœur continue à battre. Ce qui permet d'irriguer les autres organes en mettant, comme le disait Madame la directrice générale, le patient sous machine de ventilation artificielle, et ça nous donne quelques heures pour amener un mort à cœur battant et à organes oxygénés en salle d'opération où, par réfrigération, on va arrêter le cœur, protéger les organes quand ils sont froids et les extraire en fin de transplantation. Je ne peux pas imaginer, je connais David Breton, je le respecte infiniment, je ne peux pas imaginer avoir procédé peut-être à 3000 prélèvements d'organes et donc à 3000 assassinats dans ma carrière professionnelle. Je vous prie de me croire parce que j'ai malheureusement un témoignage qui est pas très joli à vous livrer. J'ai fait un prélèvement d'organes en compagnie d'un procureur, enfin d'un magistrat du parquet, parce qu'il y avait une affaire médico-légale. Et à la fin de mon prélèvement d'organes, dont le compte-rendu opératoire finalement a été livré à la justice, j'ai accompagné le corps en médecine légale parce que mon copain, le doyen Bertrand Lude, allait procéder à l'ouverture de la boîte crânienne. Et je ne voulais pas qu'à 4 heures du matin, il fasse ça tout seul. Ce cerveau, alors, l'état de mort cérébrale datait de 24 heures. Les organes étaient magnifiques, roses, parfaits, parce qu'ils étaient oxygénés. Ce cerveau était nécrosé depuis 24 heures, et à l'ouverture de la boîte crânienne, c'était une masse informe qui s'est échappée de la boîte crânienne, qui est tombée sur la table d'autopsie, qui présentait tous les caractères de la putréfaction. Je ne pense pas qu'on puisse parler de vie dans ces conditions, ou alors il faut redéfinir la vie. Merci pour ces éclairages. Daniel Weinstock. Daniel Weinstock, puis après Bernard-Marie Dupont. Alors, je n'ai pas été nommément interpellé, mais je m'en serais voulu de passer sous silence une remarque que j'ai cru comprendre alors, du premier intervenant, qui est que, alors je ne sais pas si c'est une parole qui vous a échappé ou si vous l'assumez, que l'utilitarisme est un crime. L'utilitarisme est une tradition philosophique extrêmement noble qui n'est pas sans problème, mais qui, entre autres choses, est à la base de certaines des avancées de l'État-providence dans bon nombre de pays, dont l'Angleterre. Les pères de l'État-providence anglais étaient des utilitaristes affichés, dont le père de l'utilitarisme, Jeremy Bentham. Et là, je voudrais partir de cette remarque pour rebondir sur quelque chose, j'espère que j'ai le droit de le faire, pour poser une question difficile. On est là pour se poser des questions difficiles plutôt que pour conforter des convictions qu'on a déjà en rentrant dans la salle, qui est que, bon, on a parlé, je reviens à l'exposé voilà, la réponse qu'a donnée le professeur Steiner, aux trois, donc les trois, la sphère du don, la sphère du commerce, la sphère du trafic. Une question que nous devons nous poser, c'est une question difficile, mais je ne crois pas que nous pouvons l'esquiver. Le trafic existe, et existe dans ses formes exacerbées dans la mesure peut-être où il existe dans des pays comme la France, comme le Canada, comme beaucoup d'autres pays, une illégalisation absolue de toute forme de commerce. On peut nommer toutes sortes de sphères dans lesquelles il est maintenant démontré que des effets pervers, des conséquences extrêmement malsaines pour la société émanent d'une sorte de non catégorique à certaines formes de pratiques. Je pense à la prostitution, je pense à l'utilisation des drogues, je pense, on peut donner toutes sortes d'autres exemples, où après des décennies et des décennies de souffrances évitables, on s'est rendu compte qu'une régulation, une permission et une régulation, même de quelque chose dont on peut désapprouver au niveau du principe, même de quelque chose dont on peut désapprouver au niveau du principe, donne lieu à des conséquences qui sont moins problématiques sur le plan du conséquence qu'une illégalisation, qu'une criminalisation stricte. Alors je crois que dans un esprit
modérément utilitariste, nous devons toujours nous poser la question de savoir si les régimes extrêmement stricts que nous imposons, même s'ils sont à la hauteur ou s'ils sont le reflet de certains principes abstraits que nous voudrions pouvoir affirmer dans les meilleures conséquences, ne donnent pas lieu à des effets pervers qui sont très problématiques. Je crois que la responsabilité de l'éthicien et la responsabilité du politique est également de voir aux conséquences des régimes que nous mettons en place plutôt qu'à leur simple correspondance à des principes abstraits. Valérie Gâteau. Je vais aller totalement dans le sens de mon voisin. Alors c'est facile de surenchérir. Simplement, pour donner un des arguments, d'abord, contre ce que vient de dire Daniel, souvent l'argument qui est utilisé, c'est l'argument du plus pauvre, donc du plus vulnérable. Et donc on nous dit, oui, mais si vous autorisez, si on légalise, en fait, ça va être l'exploitation des plus pauvres. Et donc je voulais donner deux arguments pour répondre à ça. Le premier, c'est que cet argument-là est paradoxal, puisque c'est comme s'il revenait à dire qu'on peut autoriser le commerce des organes, mais seulement pour les riches. Hein. Donc évidemment, ça conduit à des situations un peu paradoxales, donc toujours pour aller dans le sens de ce que disait Daniel. Et enfin, sur ces questions, je pense que ce que j'ai lu de plus touchant, et de temps en temps on est touché en bioéthique par ce qu'on lit, c'est le témoignage d'un philosophe qui s'appelle Robert Veitch, qui est un philosophe bioéthicien américain extrêmement réputé et extrêmement brillant dans son domaine et qui, pendant 20 ans, s'est opposé au commerce des organes, justement au nom de la protection des plus pauvres. Et il publie donc au milieu des années 2000 un papier qui est à la fois une provocation et à la fois une invitation à la réflexion, dans lequel il annonce qu'il change d'avis et qu'il défend le commerce des organes. Son argument est que depuis 20 ans, personne n'a rien fait pour offrir d'autres solutions aux plus pauvres que la vente de leur corps et qu'il considère que les condamner en plus à l'illégalité, après 20 ans de réflexion sur ce sujet, est dramatique. Donc c'était vraiment pour aller dans le sens de ce que tu disais et des conséquences de nos choix. Merci beaucoup. Bernard-Marie Dupont. Un petit point pour compléter l'inquiétude peut-être du monsieur au fond sur la distinction et sur les propos de David Le Breton. Autrefois, la définition de la mort était simple, c'est-à-dire que la mort était cardiovasculaire. Quand je dis autrefois, c'est jusqu'au début des années 50. C'est-à-dire que c'était l'arrêt définitif constaté des fonctions cardiovasculaires qui signait la mort. Et donc on décrit un certain nombre de signes précis, des signes positifs de mort, des signes négatifs de vie. C'était attesté par des médecins, etc. C'était l'arrêt donc de la fonction cardiovasculaire. Tellement vrai d'ailleurs que quand on parle, c'est peut-être une anecdote, mais ça a été vrai, du croque-mort. C'était celui qui croquait l'orteil de l'individu pour savoir si effectivement il était bien mort. Et puis en 1953, me semble-t-il, Mollaret et Goulon, deux médecins français, rapportent les premiers 23 cas, je crois que c'était 23, de patients qu'on a mis sous ventilation mécanique. Et ça va révolutionner et autoriser aussi, permettre la greffe plus tard. Pourquoi ? Parce que jusque-là, avec la mort cardiovasculaire, pour dire la mort, on avait besoin du cadavre, c'est-à-dire du corps mort, du corps froid, les rigidités cadavériques, etc. Alors qu'avec la ventilation mécanique, on s'est aperçu qu'on pouvait artificiellement, mécaniquement, redonner toutes les apparences de la vie à un individu qui, en fait, était déjà mort. C'est-à-dire que l'activité cérébrale, mais plus que cérébrale, le tronc cérébral, etc., était définitivement détruit, mais en le maintenant sous une ventilation mécanique, etc., ça permettait de conserver, comme ça a été dit précédemment, intact le corps pour que des organes puissent être ensuite prélevés. Donc c'est cette révolution introduite par Mollaret et Goulon qui a permis ensuite à ce système de se développer. Mais ce qui veut dire qu'en termes d'image ou de fantasme, c'est pas neutre, puisque aujourd'hui on peut être mort tout en ayant un corps chaud qui continue en quelque sorte de vivre. Enfin, les mots n'arrivent plus à dire, puisqu'on n'a plus besoin simplement d'avoir le corps rigide, cadavérique, etc. Donc c'est ça qu'il faut entendre. Alors je pense que les propos, je ne sais pas, mais de David Le Breton mentionnent le fait que, suivant les pays, j'ai travaillé 10 ans en Angleterre, j'ai travaillé en France et au Canada, la lecture que l'on peut faire de la mort cérébrale n'est pas complètement superposable partout. Et donc je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on avait au départ une mort cardiovasculaire unique,
constatée dans tous les pays de la même manière, alors qu'en introduisant la mort cérébrale, on a aussi introduit des nuances et des nuances d'appréciation qui font, c'est la lecture que je fais des propos de David Le Breton, que certains peuvent s'interpréter sur les différentes formes de mort cérébrale, là où la mort cardiovasculaire apparaissait comme unique. Alors juste pour information, David Le Breton sera avec nous demain. On pourra peut-être lui poser la question. J'aimerais aussi citer juste la source, en fait, tout de même, puisqu'on en parle depuis un moment, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que le sujet est beaucoup plus vaste. C'est la chair à vif, et puis anthropologie du corps et modernité. Du corps, modernité. J'aurais voulu profiter de la présence d'Emmanuel Prada-Bordenave pour répondre à la question de Madame sur le sang du cordon. La France a une position bien particulière sur le sang du cordon. Aujourd'hui, dans de très nombreuses maternités de France, au lieu de jeter le sang du cordon, on le conserve et on le congèle. Et j'aurais voulu que vous exposiez un petit peu, dans le cadre de la réponse à cette question, quid de la conservation du sang du cordon en France actuellement ? Alors d'abord pour dire que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un des axes quand même du plan greffe, c'est d'aider la recherche. Et dans les axes de recherche, il y a vraiment la recherche sur les cellules souches et les thérapies cellulaires à partir de cellules. Et si le professeur Dubernard avait été là ce soir, je pense qu'il aurait été intarissable, il en a parlé ce matin, sur le fait qu'on sait maintenant reconstruire des organes entiers. Alors bon, chez le rat, c'est plus petit, mais reconstruire des organes entiers à partir de cellules souches. Et il y a eu des publications là-dessus. Mais la recherche sur les cellules souches, c'est vraiment très important pour nous. Et c'est vrai que dans le sang du cordon, c'est-à-dire prélevé, en fait c'est le sang du placenta, mais il est prélevé à travers la veine du cordon, on trouve les cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire celles qui servent à fabriquer le sang, et c'est les mêmes qu'on trouve dans la moelle osseuse chez l'adulte. Alors ce qui a été mis en place en France, à la suite des travaux du professeur Eliane Gluckman, qui montrait qu'avec ces cellules, on pouvait faire des greffes et soigner des patients atteints de leucémie, de la même façon qu'on le fait avec des donneurs volontaires de moelle osseuse. Eh bien, il y a un réseau qui a été mis en place, le réseau français de sang placentaire, qui contient maintenant 11 banques, lesquelles fédèrent autour d'elles à peu près 77 maternités. L'idée étant d'avoir le plus de diversité possible pour pouvoir offrir des greffons compatibles au plus de malades possible. La population française est très diverse, vous le savez, et pour la greffe, dans le domaine de la greffe de cellules, pour traiter les leucémies, on a besoin d'une identité quasiment parfaite entre le système biologique du donneur et le système biologique du receveur. Donc il faut qu'on ait une grande richesse, une grande diversité, d'où des maternités à Marseille, à Strasbourg, qui se sont mis en relation avec ces banques, lesquelles banques sont reliées au niveau mondial, avec toutes les banques du monde entier. Et donc quand il y a un patient en France qui a besoin d'une greffe de cellules de sang placentaire, il a accès par le réseau France Greffe de Moelle à 400 000 greffons partout dans le monde. Et aujourd'hui, le nombre de greffons qui sont stockés comme ça en vue d'un don pour quelqu'un qui en a besoin est en France de 30 000, mais les Français ont accès à tous les greffons du monde. Alors c'est vrai qu'à un moment, les gens ont placé beaucoup d'espoir dans les cellules souches et il y a énormément d'équipes qui travaillent. Et les cellules souches du cordon sont intéressantes parce qu'elles sont naïves et qu'on peut faire beaucoup de choses avec elles, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça, il faut le dire, parce que c'est quand même très important, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas soigner quelqu'un avec les propres cellules de son propre cordon. Pourquoi ? Parce que s'il a une leucémie, c'est peut-être que la leucémie était déjà là quand il est né, sous une forme à peine décelable, ou qu'en tout cas son système n'a pas été capable de lutter contre la leucémie. Donc ce n'est pas la peine de lui remettre, et si ça n'a pas été capable de lutter contre, il faut trouver un autre greffon assez fort pour tuer la maladie. On sait aujourd'hui que les développements de la recherche sont majeurs pour demain. Il faut donc les accompagner, les encourager. Il y a en France une centaine d'équipes qui travaillent sur les cellules souches. Ça sera un des axes majeurs de l'ANR. L'ANR, c'est l'agence qui finance la recherche en France l'année prochaine. Donc la thérapie cellulaire est effectivement une thérapie de demain. Mais aujourd'hui, hors les greffes pour les leucémies et les maladies du sang, certaines greffes dans l'œil, et puis quelques indications, mais très ponctuelles,
On ne peut pas dire que la thérapie cellulaire soit une thérapie que l'on peut offrir aux patients aujourd'hui. C'est en revanche une énorme source d'espoir pour demain et il faut encourager cette recherche. Alors, il y a une prise de parole ici, puis après, donc madame, ensuite monsieur. Allez-y, madame, vous avez le micro. Merci. Ah oui, bien sûr, pardon. Laura. Je voudrais juste revenir un instant sur le problème des critères de la mort, très brièvement, parce que ça sera traité sans doute dans d'autres sessions. En fait, c'est un problème qui n'est pas uniquement évoqué par le Breton et par... Oui, bien sûr. Il y a actuellement un grand débat là-dessus, notamment aux États-Unis, où la commission... de la présidence a rediscuté les critères de mort cérébrale, pas tellement en termes pragmatiques. Je ne pense pas du tout que M. Wolf soit un assassin qui est tué 30 000 malades. On ne l'aurait pas invité, voilà, franchement. Mais sur un plan de définition, de physiologie, il y a maintenant beaucoup de critiques parce qu'il y a des patients ou des patientes en état de mort cérébrale qui ont accouché d'enfants, d'autres qui ont eu des avortements spontanés. Il y a eu des cas qui ont été cités par un physiologiste américain, un pédiatre, qui ont eu des processus de vie comme la maturité sexuelle, etc. Donc c'est une définition de la vie qui n'est pas conservative. Disons que dans le passé, on essayait de retarder au maximum la définition de la mort pour éviter la mort apparente, et maintenant on essaie de diagnostiquer la mort le plus tôt possible pour avoir des organes vivants. Ce que je trouve moi particulièrement choquant, par contre, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter lors d'une autre session, ce sont les critères qui sont appliqués dans certains protocoles maintenant à cœur non battant, parce que là, sûrement, dans beaucoup de protocoles, la mort du cerveau ne peut pas être constatée. Et je pense que pas en France actuellement, mais aux États-Unis, il y a maintenant une dérive. D'accord, merci beaucoup. Monsieur, c'est à vous. Bonjour, 3 petites questions. D'abord à monsieur le professeur Wolf. J'ai bien saisi la différence entre la mort cérébrale et la mort cardiaque. Entre la mort cérébrale et la mort cardiaque, ça c'est clair et net. Mais ça rappelle un peu La Fontaine, selon que vous soyez riche et puissant ou pauvre et misérable, vous ne serez pas traité de la même façon. L'actualité nous place sous les yeux depuis 7 ans un ancien Premier ministre d'Israël qui est dans le coma, dans un coma dans ce que certains qualifient de dépassé, et que l'on maintient en vie. On dirait que c'est une personnalité de premier plan, mais enfin, il semblerait que dans le serment d'Hippocrate, que des fois j'ai envie d'appeler le serment d'Hypocrite, le serment d'Hippocrate, il n'y a peut-être pas toujours ce genre de considération. La deuxième question, est-ce qu'un des remèdes à beaucoup de choses, mais aussi au trafic d'organes, ne serait pas de revenir sur les lois prohibant le clonage. Parce que le clonage, c'est quand même une façon de pouvoir produire artificiellement des organes sains. Évidemment, il y a encore des recherches à faire, je suis bien conscient, mais est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus sain? Ça éviterait cette demande d'organes que l'on prélève souvent à des gens dans la misère et qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas informés et que l'on rapproche de la mort, inévitablement, en prélevant des organes. Alors le clonage, pour des considérations religieuses ou pseudo-éthiques, est prohibé. Je crois qu'un jour, ça ne le sera plus. Comme il y a 35 ans de ça, le fait d'avoir des relations homosexuelles était un délit pénal. Fort heureusement, ce genre de délit et d'infraction imbécile dans le code pénal a fort heureusement disparu. Et troisième question, nous sommes dans un sujet grave et sérieux. Nous sommes dans un sujet beaucoup plus grave à mon avis que ce qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale et sur quoi tout le monde focalise. Alors je me demande simplement, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde la question que j'ai posée, je me demande simplement si Mme Keller est venue faire de la propagande pour sa candidature 2014 ou si elle est venue faire quelque chose d'utile. Alors, vous me permettrez de répondre à cette dernière question. Et les autres, je pense qu'elles s'adressent à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi Madame Keller directement serait visée par votre question, parce que si nous sommes dans le cadre des municipales, alors nous allons considérer que tous sont en campagne électorale. Par contre, il y a quelque chose de fondamental au Forum européen de bioéthique, c'est l'ouverture à tous, quelle que soit la religion, quelle que soit la politique. Je crois, Israël, que c'est vraiment ça que tu as voulu faire depuis le début. Et nous continuons dans cette voie. Et Merci. je rajouterai le respect.
Nous avons une tradition de respect, c'est-à-dire que tout le champ de la pensée est représenté. Et par chance, la bioéthique ne traverse pas ni la droite ni la gauche. Et par chance, chaque fois que nous avons fait depuis 3 ans ces rencontres, ça s'est toujours passé dans le respect absolu de tous les participants. Et donc, c'est quelque chose que nous maintiendrons par-dessus tout. Mais par contre, nous répondrons à vos questions. Hein. Merci. Bonjour, je m'appelle Clara, je suis au lycée Jeanne d'Arc de Mulhouse et j'ai 4 questions à vous poser. Je voulais savoir, est-ce que les organes issus du trafic illégal s'insèrent dans le domaine médical? Oui, pardonnez-moi, madame, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez garder le micro tout près de la bouche? Ah, ça c'est bien. Alors, oui. Est-ce que les organes issus du trafic illégal s'insèrent dans le domaine médical? Est-ce que tous les acheteurs d'organes doivent être également jugés malgré certaines circonstances atténuantes? Je voulais savoir votre avis à propos des bureaux de trafic d'organes dans les pays du Sud. Et voilà, je passe. Merci beaucoup. Est-ce qu'on commence à répondre peut-être? D'accord, pardonnez-moi, madame. Bonjour, je m'appelle Maëva, je suis aussi du lycée Jeanne d'Arc. Et je voulais vous demander quelle est la peine encourue en cas de commercialisation d'un organe en Europe. Et en 1978, le Conseil de l'Europe a interdit toute commercialisation liée au trafic d'organes. Et je voulais savoir qu'en est-il des pays moins développés et peut-on envisager une législation qui serait applicable à l'échelle mondiale? Oui, pardon, j'ai juste oublié, et mille pardons, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, à chacune de nos rencontres débats, il y a des ambassadeurs de lycéens qui viennent poser des questions en direct. Pardon. Alors, on commence à répondre? Qui veut commencer à répondre? Bon, Philippe, je pense que les questions ne t'étaient pas adressées qu'à toi. Hein. Rien dit, hein. Sur les questions éthiques. La première question, c'est est-ce que tous les organes qui circulent dans le cadre de trafic sont à destination médicale? C'est bien ça? Qu'est-ce qui pourrait avoir comme autre destination? Décorative Oui, non, mais Ça pourrait être esthétique. Il y a Damien Hirst a fait des expositions à la Tate Gallery où il exposait des organes, des crânes. Il y a des... Sur la pénalisation, Robert Gelly. Avant de répondre à ça, je voudrais quand même dire que nous avons quand même en matière de loi bioéthique une démarche qui est absolument exceptionnelle, c'est-à-dire que les lois bioéthiques prévoient que tous les 5 ans, elles doivent être révisées et revues en fonction de l'évolution à la fois scientifique de la recherche, mais également aussi philosophique ou éthique. Donc on est vraiment dans une législation qui est en constante perspective et possibilité d'évolution. Donc c'est quand même quelque chose qui est à relever, c'est une démarche qui est assez exceptionnelle en droit, parce qu'en général le droit a plutôt tendance à être assez figé. Là, il prévoit lui-même sa propre évolution. Hein. Alors évidemment, on ne respecte pas toujours les délais de 5 ans, parce que ça suscite de grands débats, notamment sur la question du clonage, par exemple. Je me souviens d'énormes débats qu'il y avait eu. Mais en tout cas, tous les 5 ans, on doit remettre sur l'ouvrage ces questions et ces lois de bioéthique. Bon, sur la pénalisation, je veux dire que c'est aussi la même chose. Hein. On est actuellement sur une pénalisation qui prévoit, ce que j'ai dit, un certain nombre d'incriminations. Les questions qui se posent sont évolutives aussi. La question de l'incrimination du receveur est en suspens. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui est complètement réglé. Par contre, ce qui est effectivement d'ores et déjà prévu dans le Code pénal, c'est que le non-consentement et la rétribution d'un prélèvement qui serait fait à l'étranger est susceptible de poursuite en France.
En d'autres termes, Ça, c'est quelqu'un intéressant. dont on peut prouver à sa descente d'avion qu'il a été en Inde ou au Pakistan pour se faire greffer un rein et l'information revient à vous, Robert Gély, en tant que procureur. Est-ce que vous êtes outillé aujourd'hui pour d'abord faire une enquête sur la véracité de ce qui est annoncé et ensuite pour éventuellement mettre en œuvre une punition? Si une information de ce type-là arrive, on peut enclencher une enquête. Parce que ce qui est intéressant aussi, et ce que prévoit le Code pénal, c'est aussi l'entremise, et c'est ça qui est intéressant, dans le don et le prélèvement qui seraient illicites. Pour autant, après se pose une question, qui est une question purement pratique et pragmatique, qui est celle de la coopération internationale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ça facilement avec certains pays, avec d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc là, on a les limites, d'où l'intérêt d'avoir des instruments internationaux qui soient les plus répandus, j'allais dire, et les plus ratifiés possibles, de façon à pouvoir avoir une action réelle sur les pays où ça se passe. J'ajouterai simplement une chose aussi, c'est que je crois que ce qui est important, et peut-être c'est quelque chose qu'on ne travaille pas suffisamment, c'est que pour nous aussi, magistrats professionnels, on a sûrement besoin d'une formation et d'une sensibilisation à ces problématiques-là. Et je pense que, d'ailleurs, l'expérience de colloques de ce type-là me paraît extrêmement intéressante et utile pour avoir cette sensibilisation. Alors, il y a plusieurs prises de parole à la table. Donc, Valérie Gâteau, Daniel Weinstock, mais aussi Philippe Steiner et puis Fabienne Keller. Une toute petite information, donc le recours à toute forme de rétribution, commercialisation, trafic d'organes est puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Hein, c'est ce que dit la loi. Évidemment, c'est la peine maximum. Par ailleurs, la question qui se pose est souvent pour les équipes qui accueillent ces patients de savoir ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils doivent dire quelque chose, mentionner quelque chose ou pas. En général, ils ne le font pas, évidemment pour des raisons assez simples. D'abord, comme ça a été dit plusieurs fois dans la journée, ça coûte cher la greffe, hein, et on n'a pas assez d'organes. Donc évidemment, quelqu'un qui s'est fait greffer à l'étranger quand il rentre, c'est la chance pour un autre d'être greffé, et donc c'est un patient qui va mieux. Donc évidemment, c'est ennuyeux de commencer. Voilà, c'est des équipes qui se réjouissent du retour d'un patient en bonne santé et d'une place en plus en liste d'attente. Et par ailleurs, une des questions qui s'est posée, ça a été aussi de savoir si on devait continuer à les prendre en charge médicalement, hein, ou bien si on devait considérer qu'ils étaient sortis du système de santé et qu'ils ne pouvaient pas y revenir. Et là encore, les médecins avec qui j'ai pu en discuter posent la question de savoir quel serait le sens de refuser de les soigner puisqu'ils seraient alors condamnés à mourir. Donc on aurait de nouveau la question de la perte de l'organe. Daniel Weinstock. Oui, alors c'est drôle que vous ayez parlé d'Ariel Sharon il y a un instant. Je croyais qu'il était mort en fait. Et ce matin même, je lisais dans Libération qu'il avait eu une activité cérébrale tout d'un coup. Alors c'est pas ça que je voulais dire par contre. Écoutez, il y a un point, et j'espère que je ne ferai pas de peine à monsieur le procureur. Il y a, je dirais, une ligne de fond dans les études sur les politiques publiques, dans le monde académique et de politique publique que je connais en Amérique du Nord, qui en est arrivé à la conclusion qu'en termes de régulation sociale, nous avons abusé du droit criminel comme outil de régulation sociale. Pour ce qui est des drogues, c'est absolument clair. Je crois qu'il n'y a plus personne, sauf les républicains au sens américain du terme, les républicains les plus effarouchés, qui ne concèdent pas que la création des narco-États en Amérique du Sud, qui sont responsables alors d'une misère et d'une brutalité sans nom, la création des narco-États est entièrement le résultat de la guerre sur la drogue qui a été menée par une succession de présidents américains depuis au moins George Bush père. Donc, il faut que nous nous posions la question, et je reviens à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, les différentes sphères dont parlait le professeur Steiner ne sont pas indépendantes. Il y a des pratiques absolument horribles à travers le monde en matière de trafic d'organes, mais il faut que nous nous posions lucidement la question de savoir si une partie de la responsabilité de l'émergence de ces pratiques horribles n'est pas causalement reliée
au caractère extrêmement catégorique des lois que nous avons dans des pays comme la France par rapport à ces pratiques et à l'utilisation du droit criminel. Alors, bon, c'est une question que je lance un peu de manière provocatrice. Elle n'est pas complètement gratuite. Il y a énormément de données. Pour ce qui est de la question des drogues, là, les données sont à peu près formelles. Et je crois que nous devons également nous poser la même question dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. En d'autres termes, c'est parce qu'on interdit qu'il y a un problème. Bah, le trafic ne vient pas de lui-même. Le trafic vient de l'illégalisation. Allez, au non, micro. Non, c'est bon. Ok, bon, d'accord. Philippe Steiner. Merci. Donc, je voulais revenir sur une des questions qui a évoqué le problème des trafics avec les pays du Sud, ça peut être Sud-Sud ou Nord-Sud. Je pense qu'on touche là quelque chose d'important auquel il faut peut-être apporter quelques précisions. L'existence de relations internationales à propos de la transplantation est un phénomène qui a démarré très tôt. Et qui a démarré très tôt d'une manière légale, mais qui a soulevé très rapidement d'énormes problèmes. Le cas que je crois le mieux connu, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis avec les patients saoudiens qui, à la suite d'un accord international entre les États-Unis et l'Arabie saoudite n'ayant pas à ce moment-là les équipements et les équipes capables de faire les greffes, eh bien, envoyaient leurs malades se faire greffer à l'hôpital de Pittsburgh, dans lequel fonctionnait à l'époque d'ailleurs le grand transplanteur américain Thomas Starzl. Et il y a eu à ce moment-là une forme de levée de bouclier aux États-Unis en disant mais qu'est-ce que c'est que ces patients étrangers qui viennent se faire greffer les bons reins américains, hein. J'ironise un petit peu, mais ça revient un peu à ça. Autrement dit, il y a l'idée, lorsqu'il y a une pénurie, en quelque sorte, eh bien, les reins américains doivent rester aux Américains, les reins français aux Français, etc. Donc, on a une tradition relativement ancienne de globalisation autour de cette thérapeutique, et cette globalisation a posé des problèmes, inattendus d'ailleurs, mais a posé des problèmes. À la suite justement de ces difficultés, ça permet de répondre en partie à la question qui a été soulevée par mon collègue canadien, eh bien, qu'a fait l'Iran? Elle a dit, bon, ça coûte trop cher d'envoyer les patients à l'étranger, ça coûte très cher de les dialyser, donc on va créer un marché. On crée un marché, et ce marché a la particularité d'être fermé. C'est-à-dire qu'il faut, moins théoriquement en tout cas, et je n'ai pas eu d'informations à l'encontre, il faut avoir un passeport iranien pour être greffé contre argent en Iran. Alors les Iraniens sont très fiers de ça et évoquent le fait que grâce à ce marché du rein légal, régulé, eh bien, la liste d'attente s'est évaporée. Il n'y a donc plus de malades en attente pour la greffe de rein. La chose surprenante, c'est que au même moment, quand on regarde les chiffres donnés donc par l'agence iranienne, on s'aperçoit que le nombre de personnes en dialyse augmente considérablement. Ce qui signifie bien que, malgré tout, la création du marché en Iran n'a pas enlevé tous les problèmes qui se posent au pays, qui sont dans une capacité à procurer des greffons à leurs malades. Ensuite, un dernier point que je voudrais évoquer, sans rentrer dans tous les détails, c'est le fait que certes, on a au moins historiquement, des transferts sud-nord, à partir du moment où la greffe, notamment rénale, n'était pas suffisamment implantée dans les pays en voie de développement, on disait à l'époque. Mais on peut voir aussi apparaître deux autres formes d'échange, de globalisation, avec d'une part des commerces nord-nord, si j'ose dire, tout à fait légaux. L'Espagne exporte des organes, la Suisse en exporte, en importe. Il y a une globalisation légale qui est certes limitée, parce qu'on ne peut pas faire voyager très longtemps des organes, mais il y a une globalisation qui existe, elle n'est pas marchande, ce ne sont pas des trafics, mais elle existe, et cela rend bien évidemment beaucoup plus facile d'autres formes de commerce, dans la mesure où il en existe déjà des légaux, ce n'est pas absolument impossible d'en trouver. Et puis, bien évidemment, on a aussi des commerces sud-sud, c'est-à-dire des malades du sud, riches, qui vont se faire greffer par des
des chirurgiens tout à fait compétents, éventuellement qui ont été formés aux États-Unis, en Europe, etc., tout à fait compétents, avec des cliniques tout à fait au point, mais cela sans qu'il y ait le passage de la frontière, disons, politico-économique que l'on appelle entre le Sud et le Nord. Donc on a une globalisation, mais en même temps, je dirais, une multipolarisation qui arrive dans ce cadre-là, et les problèmes de contrôle, du coup, sont extrêmement compliqués au-delà de ce qui se passe en France ou en Europe. Alors juste, je vois nos amis lycéens justement regagner leur bus. On va quand même répondre peut-être à une de ces ambassadrices avant qu'elles ne partent. Oui, je voudrais quelques mots après M. Steiner, en fait, sur cette question des prélèvements d'organes des personnes du Sud qui touche les lycéens, puisque les ambassadeurs ont relayé cette question. Moi, je voudrais dire que il faut qu'on imagine, au moment où la personne accepte de donner ce fameux consentement, le contexte dans lequel elle est, qui médicalement n'a rien à voir avec ce que nous pouvons vivre. On a vu tout à l'heure, je crois que la responsable de l'agence de biomédecine nous a rassurés avec le professeur Wolf. Nous sommes en France dans un système très sécurisé, très structuré, avec des comités, avec des règles, avec des procureurs et des juges qui font respecter ces règles. Mais j'ai envie de dire, on est probablement l'un des pays les mieux sécurisés au monde, tant du point de vue sanitaire que du point de vue juridique, alors que dans d'autres pays, la réalité est complètement différente. Donc, quelle est la réalité du système de soins dans les pays où sont souvent faits les prélèvements? Quelle est la réalité de l'information des personnes auxquelles on va prélever un organe? Quelle est la connaissance du risque, de la perspective, conséquence de ce prélèvement? Quel est le rapport dans ce pays au respect de son corps et aux droits? Et j'ai envie de dire, il faut sûrement faire de la recherche sur les cellules souches parce qu'elles ont un potentiel formidable, mais il faut aussi faire de la recherche en sociologie pour comprendre comment différentes populations du monde vivent cette question du prélèvement comme une question de société. On a vu aussi que le rapport à la mort était une question qu'il fallait mieux comprendre, parce que je ne suis pas sûre qu'on arrive à empêcher de terrifiants trafics d'organes. On peut par contre essayer de les cerner, de les connaître, d'en connaître les leviers pour pouvoir être plus efficace pour les empêcher la mise en place de réseaux mafieux. Alors, nous avons encore 10 minutes avant d'arriver à 20h. Le temps de vous permettre à tous d'un mot, mais vraiment, de dire peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de dire. Vous voulez bien commencer, Daniel Weinstock? Oui, je veux bien. Parfait. Alors, j'ai un malaise que je voudrais essayer de formuler sur... je ne suis pas du tout convaincu du fait que la commercialisation d'une forme ou d'une autre soit la meilleure réponse à donner au problème de la pénurie. Je ne crois pas que c'est une solution qu'il faille exclure a priori, mais une chose que je voudrais dire, c'est que j'éprouve un malaise devant les motifs de refus de toute commercialisation qui passent par la protection des personnes les plus vulnérables. Nous vivons dans un monde d'une injustice absolument effarante, que ce soit au niveau nord-sud, alors là on n'en parle même pas, mais même à l'intérieur des sociétés occidentales, il n'y a pas un pays dont je suis conscient où les écarts entre les riches et les pauvres n'aient pas augmenté dans les 20 ou 30 dernières années. Alors, nous disons essentiellement aux pauvres, vous vivez... Alors pour les pauvres qui vivent dans les pays du Sud, c'est encore plus flagrant, vous vivez dans un système économique mondial absolument injuste qui vous pousse à concevoir, pour vous en sortir, de possibilités comme celle de vendre vos organes. Eh bien, nous allons exclure cette possibilité. Nous n'allons rien faire pour changer le canevas général dans lequel cette possibilité s'ouvre à vous. Nous allons demeurer dans un monde d'une injustice effarante, mais ce que nous allons faire, c'est pour nous donner bonne conscience, nous allons également vous fermer une des portes de sortie pour nous dire que nous ne vous exploitons pas. L'interdiction du trafic ne changera rien au fait que nous exploitons massivement les populations du Sud. Vous avez tous un téléphone cellulaire dans la poche, j'en ai un aussi. Ces téléphones cellulaires ne sont possibles qu'étant donné l'exploitation massive des populations du Sud. Alors je crois qu'il faut, parmi tous les arguments que nous mettons de l'avant contre la commercialisation, que nous mettions un peu d'eau dans notre vin par rapport à ces questions de protection des plus vulnérables, parce que si nous voulions vraiment les protéger, nous vivrions vraiment très différemment de la manière que nous le faisons. Merci.
Valérie Gâteau, c'est à vous. Évidemment, après une telle conclusion, ça va être difficile. Je suis évidemment totalement d'accord avec ce que vient de dire Daniel, donc c'est un peu embêtant. Ça, on avait bien noté. Voilà. Donc je dirais juste qu'il me semble que ce qui est intéressant, là pour le coup, philosophiquement, c'est de se demander si on veut maintenir cette forme de paternalisme, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein, c'est d'aller expliquer aux plus pauvres et aux plus démunis ce qui est bien pour eux en tout cas. Beaucoup plus que ce qui est bien pour nous. Hein. Or, c'est pourtant ça dont il s'agit. Et donc, c'est vrai que ce serait, au plan philosophique, la question de savoir si on veut maintenir cette relation paternaliste aux plus défavorisés me semble importante. Et puis, l'autre question qui me semble intéressante au plan moral aussi, c'est de nous demander si on protège en excluant et en interdisant et en condamnant les gens à l'illégalité, ou bien si on protège, au contraire, en légalisant, en encadrant et en ouvrant la possibilité de pratiquer le commerce d'organes dans des conditions décentes et de sécurité. Voilà. Oh bah oui, quand même, puisque vous avez commencé. Non, pardon. Non. Alors, c'est difficile de conclure et en quelques mots. Moi aussi, j'ai un malaise aussi, après avoir entendu les propos de mon collègue canadien. Je pense que d'abord que la commercialisation, et j'aurais pu vous parler longuement des médicaments dérivés du sang, elle est problématique, elle va poser des problèmes considérables. Il y a un lobbying actuellement très efficace des fractionneurs de plasma nord-américains pour faire changer les directives européennes sang, allant vers toujours plus de commercialisation, et ça me pose problème, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Nord-Sud, pays riches, pays pauvres, tout ça c'est vrai, mais moi je voudrais bien que aussi on cesse de taper sur l'Europe et sur la France en disant trop de lois, vous n'avez rien compris, nous on va vous expliquer, etc., etc. Et je voudrais faire une réponse de professeur, ex-professeur à l'Université Laval au Québec, à mon collègue professeur à l'Université de Montréal. Quand j'étais au Canada, et le Québec est toujours canadien jusqu'à preuve du contraire, j'ai vécu pendant un certain nombre d'années dans des communautés indiennes, et en particulier dans la communauté Mohawks. Et j'ai vécu avec les Indiens qui vivent sous un pont, exclus de la société canadienne et montréalaise depuis des siècles, sous un pont d'autoroute au sud de Montréal. Donc j'aimerais bien aussi, il y a des moments, qu'on cesse de nous donner des leçons. Nous avons tous, d'un point de vue éthique, à nous entendre les uns des autres, mais j'en ai un peu marre qu'on nous dise « il y a trop de lois, il y a trop de ceci, vous n'avez qu'à, etc. » C'est ainsi, nous avons un fonds culturel, qui est un fonds européen, qui a donné aussi l'esprit des Lumières, l'Aufklärung allemand, Kant, qui a donné une philosophie du droit, qui tient la route, qui est cohérente, et même si elle n'est pas adaptée à tout, moi je pense qu'on continue de tenir la route, et je suis très fier d'appartenir à ce continent européen. Alors, vous avez vu au Forum européen de bioéthique, on n'est pas forcément d'accord même à la tribune, mais on peut se le dire d'une manière extrêmement respectueuse. Philippe Wolf. Je reviens moi, comme ça. Je vous fais d'abord 2 messages. Il ne faut pas se tromper de cible. Les malades sont malades. Ils feraient n'importe quoi pour sauver leur vie. Ils sont accompagnés en ce sens par leur famille. Ils ne sont pas à blâmer. Les donneurs meurent de faim. Ils ne sont pas à blâmer. Ce qui est à blâmer, c'est les organisations mafieuses qui organisent les trafics. Deuxième réflexion, c'est je vous fais bénéficier d'une audition qui s'était passée avec des magistrats européens lorsqu'il y avait la filière moldave qui avait été investiguée. C'était en audience, professeur, est-ce que vous feriez ça d'accompagner un de vos patients en Turquie et de le greffer pour 100 000 €? Je hausse les épaules. Pour 1 million d'euros? Non. Pour 10 millions d'euros. Et là, les choses changent. Vous imaginez que vous exercez votre art, que vous opérez vraiment bien, que le donneur aura une rémunération, que le receveur est malade. Et je pense qu'à 100 millions d'euros, vous craquez peut-être. Je veux dire, et la conclusion, c'était, docteur, chaque homme a son prix. Et c'est de ça, je pense qu'il faut se méfier. C'est excellent. Pardon. Alors, Philippe Steiner. Non, mais c'est excellent d'humilité, je veux dire. D'humilité, c'est ça que j'ai, voilà, pour ma part. Philippe Steiner. Merci. Pour résumer, la manière dont j'envisage ce que signifierait la création d'un marché légal pour les reins.
ce serait, je crois que Philippe Wolf vient de le résumer très simplement, ce serait ce que j'appellerais un marché de détresse. Détresse du malade mourant, alors qu'il sait, et que nous savons tous, que les technologies sont là pour le soigner. Détresse du vendeur, parce que ce n'est pas les riches qui vont vendre un, détresse du vendeur qui voit éventuellement la misère autour de lui, la misère s'abattre sur ses enfants, sur lui-même, etc., sans autre portée de secours. C'est un marché de détresse. La théorie du marché, telle qu'elle a été élaborée, ce n'est pas une théorie du marché de détresse, c'est une théorie du marché où les acteurs sont mutuellement intéressés à quelque chose qui est mutuellement bénéfique. Je ne vois pas comment on peut passer de la détresse à l'intérêt. Et donc, je crois que la proscription du marché est, jusqu'à preuve du contraire, une bonne chose, avec une réserve, qui est la suivante. C'est qu'elle impose, une fois que l'on interdit de trouver une solution à la détresse du vendeur potentiel, il faut répondre à cette détresse par des systèmes de soins, des systèmes de sécurité, etc. Mais il faut aussi répondre à la détresse du malade et donc améliorer l'efficacité des agences comme l'agence de la biomédecine, etc. Et éventuellement, à la place de créer des marchés, savoir créer, comme a pu le faire Alvin Roth, un économiste d'Harvard, qui a reçu le prix Nobel d'économie l'année dernière, il a su créer des systèmes d'échange entre paires de donneurs et receveurs non compatibles de façon à accroître d'une manière qui n'est pas celle du marché, mais à accroître les potentialités de dons. Donc je crois qu'il y a encore des possibilités. Le marché en est une, mais on n'est pas obligé de se focaliser là-dessus. Le marché de détresse serait un coût anthropologique considérable pour nos sociétés. Et pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux s'en dispenser. Merci. Robert Shelley. Donc une conclusion ou peut-être un volet que vous n'avez pas pu aborder, à vous de voir. Voilà. Non, je crois qu'il faut quand même partir d'une... J'ai entendu beaucoup de choses et je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit en dernier lieu. Il faut quand même partir du modèle que nous avons. Finalement, moi je trouve que les résultats sont quand même assez satisfaisants. Et pourquoi ils sont satisfaisants? Parce que nous avons quand même, comme je le disais au début de mon propos, un système de contrôle, un système de réglementation et une législation qui, évidemment, lorsque la réglementation n'est pas respectée, prévoit une incrimination et prévoit des sanctions. Alors, évidemment, on peut parler de commercialisation, mais la commercialisation, elle suppose quoi, la liberté de commerce? Elle suppose d'abord que tout le monde soit au même niveau. Et je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Ça suppose aussi qu'il y ait quand même aussi des régulations qui se mettent en place. Parce que le commerce, comme ça, pour le commerce, ça n'a aucun intérêt. Et pour qu'il y ait des régulations, il faut donc qu'il y ait des lois, mais il faut aussi qu'il y ait des moyens d'appliquer cette loi, c'est-à-dire des juges, des procureurs, des contrôleurs. Quels sont les pays où les trafics sont les plus prospères? C'est précisément dans les pays où il n'y a pas de loi, ou alors il n'y a pas de contrôle et de modalités d'appliquer ces lois. Donc moi je pense que c'est une fausse bonne idée et je préfère le système que nous avons, avec l'amélioration bien sûr qu'il faut lui apporter, notamment pour éviter que l'on se retrouve, y compris chez nous d'ailleurs, parce que le danger existe, et peut-être pas seulement sur les problèmes d'organes, mais également aussi sur les problèmes de tissus humains, de produits humains, etc., qui de plus en plus sont utilisés aussi à des fins cosmétiques ou de confort, je vais dire, et qui peuvent utiliser des produits humains. Donc là, c'est un vrai sujet qui est là devant nous. Et moi, je préfère effectivement qu'on mette en place des systèmes qui permettent de contrôler plutôt que d'ouvrir les vannes avec tout ce que l'on sait derrière, c'est-à-dire que nous avons des sociétés qui vont faire des profits là-dessus d'une part, et puis des organisations criminelles et mafieuses qui vont bien sûr s'emparer de ces systèmes-là. Voilà. Merci à vous. Voilà, on va terminer avec vous, Fabienne Keller, donc notre grand témoin, avant de vous donner 3-4 informations techniques. Je ne ferai que répéter plus mal ce qui vient d'être dit, notamment par Philippe Steiner et le procureur M. Gély. D'abord, le sentiment, c'est que à la fois la France est très protégée juridiquement, médicalement. On a la chance d'avoir un CHU formidable comme à Strasbourg, mais on n'échappe pas à la mondialisation, à la pression
extérieure à la pression liée à ce manque, ce déficit d'organes. Et comme M. Steiner vient de le dire, enfin, on sent que la bonne piste, c'est augmenter le potentiel de don. La directrice l'a dit tout à l'heure, essayer d'augmenter le recensement des donneurs, de faire baisser le nombre de refus, de retarder le moment de la greffe. Et je veux dire à titre personnel, mais je pense que c'est le cas d'autres personnes dans la salle, on va quitter cette réunion avec un sentiment de responsabilité par rapport à notre propre décision individuelle sur la greffe, voilà, qui a simplement changé. Enfin, je crois qu'il faut qu'on ait conscience, je ne sais pas avec quel mot il faut le dire, mais que nous avons beaucoup de chance d'être dans un système de soins très protégé. Une toute petite anecdote, si je peux me le permettre, une ville jumelle de Strasbourg, Douala, j'y fais un séjour, un conseiller municipal a un malaise, il va à l'hôpital. Il meurt, pas parce qu'il n'a pas de rein, on ne lui a pas changé son rein, il meurt parce qu'on le met sous perfusion sucrée alors qu'il est diabétique. Vous mesurez là l'immense fossé dans les systèmes de soins et l'écart considérable qui existe aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'on soit conscient de notre chance, mais du fait que voilà, cette mondialisation, elle est là. Nous en avons beaucoup parlé. Elle exerce une pression sur cet appel au marché d'organes et travaillons là-dessus, continuons à réfléchir et je salue cette réunion parce que nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce qui se passe autour de nous. Voilà, et donc je signale qu'il y a une deuxième équipe de lycéens qui rejoint son train pour repartir à Mulhouse. Voilà, tout simplement, très rapidement, vous dire, ça j'ai oublié de le dire depuis le début, que nos débats, l'ensemble de nos rencontres, de nos rendez-vous sont enregistrés, sont filmés par Strass TV qui est là, ils commencent déjà à être, ils sont sur Internet, sur notre site, forumeuropéen-de-bioéthique.eu, qu'ils seront également et qui commencent à être aussi sur le site de France Culture. Donc pour retrouver la totalité des contenus, n'hésitez pas à aller sur ces sites. Et vraiment un très grand merci à Strass TV parce que moi je les connais par ailleurs pour leur travail journalistique et c'est vraiment remarquable. Deuxième information, c'est qu'on vous met régulièrement à l'entrée un petit papier. Si vous souhaitez nous suivre dans nos activités, il suffit de mettre nom, prénom, mail et on vous tiendra au courant. Troisième chose, là, Israël Nizan et ceux qui le voudront vont aller directement au cinéma L'Odyssée. On va poursuivre la réflexion sur ce sujet avec le film grand public Repoman. Alors, il y a beaucoup d'hémoglobine, mais c'est comme ça. Mais c'est très intéressant. Et puis, je voulais tout simplement vous dire du fond du cœur, merci à tous de nous avoir accompagnés depuis ce matin et d'être encore là. Merci à nos invités, à nos intervenants, mesdames, messieurs. Et puis, on vous donne rendez-vous demain à la librairie Kleber à partir de midi. Et Israël, c'est le thème, justement, tu en as parlé, biométrie. Tu veux pas le dire ? Oh, bon. La biométrie médicale, je le dis parce qu'il insistait beaucoup pour avoir ce thème-là. Donc, la biométrie médicale et la possibilité qu'on a déjà, ou très rapidement, de nous identifier par notre corps. Excellente soirée à tous. Au revoir.